Bien, bonjour à tout le monde. Alors, nous sommes là dans le cadre du Festival Faire Autrement sur un débat ouvert entre tous les intervenants qui sont ici, sur la question des territoires en transition et ancrage local des PME. Alors évidemment, le sujet transverse à tous ces acteurs qui vont se présenter, c'est comment mettre en place un système de coopération territoriale voilà, autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'économie tout simplement, et comment mettre en place cette notion de, moi, ce que j'appelle des territoires distribués, ou territoires pair à pair, comment on interconnecte les acteurs ensemble, des acteurs souvent hétérogènes, hein, qui n'ont pas souvent l'habitude de dialoguer ensemble. Alors ça peut être dans tous les sens, hein, c'est en fait une interconnexion entre la sphère publique et la sphère privée, comment on met en place des réseaux de coopératifs territoriaux sur ces deux sphères, et autour du croisement entre bien public, bien privé et bien commun. Voilà, dans un contexte évidemment écologique et d'économie régénérative. Donc là, on a autour j'ai autour de moi un certain nombre d'acteurs. Chacun représente une spécificité, une manière d'appréhender les réseaux coopératifs de manière spécifique. Alors, ça peut aller de la ville vers les acteurs privés, mais ça peut être aussi les acteurs privés vers les collectivités territoriales ou vers la dimension... voilà. Il y a toutes sortes de questions que j'ai listées. L'objectif de ce débat, c'est d'arriver à déterminer ou faire émerger un certain nombre d'invariants ou de bonnes pratiques structurelles dans vos retours d'expérience. Qu'est-ce qui est commun à nous tous, ici acteurs autour, voilà, quels sont les déficits aussi possibles, les échecs possibles, et aussi comment mettre en place un réseau coopératif distribué, moi je vais appeler ça comme ça pour le moment, ce réseau coopératif distribué, qu'est-ce que ça implique aussi en interne chez vous, dans vos façons de travailler et d'aborder les choses. Voilà. Alors, dans un premier temps, chacun va se présenter très rapidement, en une minute, hein. C'est l'exercice pour moi, qui que vous êtes avec que des cas. Donc voilà, qui que vous êtes. Xavier Croix, pardon, non, Xavier Roy, j'ai le plaisir de diriger l'association France Cluster, qui au niveau national fédère la grande communauté des clusters, des pôles de compète. Sur l'ensemble du territoire national, c'est 300 réseaux d'entreprises, organisés en associations territoriales et filières. C'est 3000 salariés dans ces équipes qui composent les équipes d'animation de ces réseaux d'entreprises. Et c'est à peu près 80 000 entreprises, notamment industrielles, qui sont fédérées autour de ça. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Marine Laurent, moi je suis l'une des cofondatrices d'Openland. Et Openland, on est basé à Nantes et on a plusieurs collectifs qui ont émergé à Biarritz, Marseille, Montpellier, Lorient et Angers. Et donc on est une entreprise sociale et une association de mission d'intérêt général. Et notre mission, c'est d'accompagner des professionnels à intégrer dans leurs actions les défis auxquels on fait face, écologiques et sociaux. Et notre mission, c'est de faire émerger une économie qui préserve le climat, les ressources et régénère les écosystèmes et nos liens humains. En une minute. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est Yann Uliac. Je suis directeur de l'Observatoire des partenariats qui est piloté par Le Rameau. Le Rameau, on est un laboratoire de recherche empirique. On est spécialisé depuis 18 ans sur l'innovation pour les partenariats au service du bien commun et même de la co-construction du bien commun. Concrètement, notre mission, c'est quoi ? Notre mission, c'est d'aider les décideurs, publics et privés, mais également des porteurs de projets ou des chefs de projet, à se saisir des enjeux de ces nouvelles alliances au service de leurs propres pratiques, en fonction de leur maturité, de leurs besoins et de leurs envies. Et on a, j'ai bien aimé la logique de chiffres clés de Xavier, que je vais décliner à notre niveau. Nos travaux se basent sur 500 expérimentations qu'on a menées auprès d'une diversité d'acteurs de toute taille, entreprises, fondations, associations, collectivités. On travaille avec près de 80 partenaires d'action et on a contribué dans le domaine de l'innovation, notamment l'innovation sociétale, à lever 100 millions d'euros. Voilà. Et nos travaux ont vocation à permettre au plus grand nombre d'acteurs de s'informer, de se former et d'agir pour que les coopérations deviennent en fait les leviers de leur propre performance et soient utilisés au sein de leur écosystème.
Bonjour, Joachim Leray, moi je suis le directeur de l'APES Hauts-de-France. Donc l'APES, c'est un réseau de développement pour une économie solidaire qui existe depuis 25 ans maintenant. Nous, on représente à peu près 2500 acteurs en région Hauts-de-France, représentant l'économie solidaire, des assos, des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, tout ça, tout statut confondu. Tous secteurs d'activité, donc ils sont autant de l'alimentation, de la petite enfance, etc. Et ils sont répartis sur l'ensemble du territoire régional des Hauts-de-France. Nous, notre spécialité, c'est d'accompagner des coopérations entre ces acteurs-là et les entités publiques, donc à l'échelle des territoires. On intervient à l'échelle des EPCI, autant les coms de com que les coms d'agglo. Et donc l'intérêt et toute la richesse de ce travail-là, c'est de travailler sur des territoires très différents et aussi sur des thématiques et des contextes totalement différents. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, on crée des expériences qui sont intéressantes et on crée aussi, du coup, de l'interterritoire. On arrive à amener des territoires à s'inspirer de ce qu'on a fait sur d'autres territoires. Ça crée comme ça une émulation et un travail en réseau, non plus un réseau d'acteurs, mais un réseau de territoires constitué à la fois d'acteurs et de collectivités qui travaillent ensemble. Alors, ensuite, Bonjour, je suis Virginie Huven, je suis la directrice de la direction transition écologique pour la ville de Roubaix, donc une toute nouvelle direction, et j'étais auparavant responsable de la mission économie circulaire pour la ville de Roubaix également. Roubaix, c'est une ville de 100 000 habitants, 2600 agents à peu près, pour vous donner quelques chiffres clés. C'est aussi des lieux emblématiques que vous connaissez peut-être, le musée de la piscine, le vélodrome avec le Paris-Roubaix. Voilà, donc une ville très riche et une ville qui a été reconnue par l'Europe comme ville pilote européenne en économie circulaire il y a 2 ans. Adèle Boukissi, donc je suis membre de l'association département des petits mondes et je travaille avec Pascal. Alors, l'association département des petits mondes, elle opère dans ce que j'appelle moi l'ergonomie de la transition, c'est-à-dire comment on accompagne des territoires, des tiers-lieux, des associations avec des nouvelles méthodes, process, procédés qui vont en fait permettre de créer des projets concrets sur les territoires autour de l'écologie. bien. Alors, on a fait ce petit tour de table, hein, vous avez loupé le tour de table. Hein. Vous comprendrez, mais ils vont avoir l'occasion de se représenter. Alors, en amont de ce débat sur on va appeler ça les territoires coopératifs distribués, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Hein, voilà. Sur cette question des territoires coopératifs distribués, sphère publique, sphère privée, bien commun, bien public, bien privé, comment tout ça s'articule autour de projets communs. On va commencer par Yann, parce que Yann a une vision, on va dire, macro, une vision globale et nationale. Il a du chiffre, il a quelques remarques à nous proposer et ça peut permettre une belle introduction à notre débat et à notre présentation. Merci Yann. Merci beaucoup Pascal. Donc bonjour à toutes et tous, notamment celles et ceux qui viennent d'arriver. On a en fait depuis 2008, l'Observatoire des partenariats publie des études. Il prend la température sur la maturité des différents acteurs en France sur les enjeux et les pratiques des coopérations. Est-ce qu'ils en font oui ou non? S'ils en font au service de quoi? Et comment ça se traduit en pratique? Et pour les entreprises, c'est depuis 2009 en fait qu'on a vu la mise en perspective. Peut-être trois grands chiffres à vous partager. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, d'après l'étude de 2021, c'est près de 6 entreprises sur 10, 57%, qui nous disent développer des partenariats sociétaux, c'est-à-dire de ne pas simplement faire des partenariats pour leur propre intérêt économique, pour le business, mais des partenariats plus larges, avec interaction et utilité, notamment auprès d'acteurs du territoire. Et en me disant, on est passé de 26 à 57%. Donc, on a quand même une logique de maturité. Et quand on leur demande pourquoi ils en font, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en font en fait pour 2 choses. À la fois pour l'intérêt général, contribuer à réduire les fragilités, notamment locales, mais aussi pour le développement économique. Finalement, ce n'est pas antinomique, c'est pour eux-mêmes et leur écosystème. Et quand on leur demande avec qui ils mènent ces partenariats, là aussi, on a une belle diversité d'acteurs, puisque ça peut être les acteurs publics de l'échelle très locale, du quartier, de la commune, de l'interco, en remontant jusqu'au national. Ça peut également être des acteurs de l'ESS, donc associations, fondations, acteurs de l'inclusion notamment.
Mais ça peut également être avec les acteurs de l'enseignement, de l'école primaire, collège, lycée jusqu'à l'université. Et une logique aussi intéressante, c'est entre pairs, c'est-à-dire entre clubs d'entreprise, que ce soit un club local ou que ce soit une antenne ou un réseau un peu plus important, ou une fédération professionnelle. Ce qui me permet notamment dans les réseaux, notamment historiques de la région, de citer parmi d'autres le réseau Alliance, qui est un acteur structurant qui a émergé pour accompagner les entreprises vers de nouvelles pratiques. Et après, quand pour monter d'un cran, on leur demande où est-ce qu'ils développent ces partenariats. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment la logique du local qui prime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus c'est local, plus c'est incarné. Et de manière chiffrée, ça se traduit de manière très concrètement. 66% des entreprises développent des partenariats donc sociétaux à l'échelle locale, du quartier ou de leur territoire de proximité. 44% au niveau régional, et il y en a également quelques-unes, 19% qu'ils font à l'échelle nationale et 7% à l'échelle internationale. Donc, une réalité locale très incarnée, avec une diversité de profils d'acteurs, et pour articuler deux réalités qui sont comment finalement je contribue, moi, entreprise, à une logique un peu de bien commun de l'intérêt général près de chez moi, et comment ces pratiques viennent aussi nourrir mon propre développement. Et d'ailleurs, peut-être derniers éléments chiffres à vous partager, si on les interroge sur c'est quoi leur pratique de partenariat, eh bien, on a identifié schématiquement 4 grandes catégories. Il y en a une qui est plus orientée par rapport à leurs propres intérêts business, pratique responsable, une qui est plus au service de l'intérêt général mécénat, et 2 autres qui sont plutôt sur une logique ouverte de co-construction. Coopération économique, innovation sociétale. Je vous laisse deviner, vous l'avez peut-être intuité. Oui, je vous le confirme. Le partenariat qui ressort majoritairement, c'est d'abord pratique responsable, 54%. Et après, c'est à peu près équivalent, c'est un quart coopération, innovation et mécénat. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait le pont en fait avec leurs propres objectifs stratégiques, puisque l'objectif de pratique responsable est extrêmement lié finalement à venir nourrir aussi la propre chaîne de valeur de l'entreprise et donc à nourrir, à consolider sa performance. Donc voilà les quelques éclairages que je pouvais apporter pour lancer les débats. Peut-être un élément avant de redonner la parole à Pascal. Je suis ravi d'être parmi vous, notamment ce mois de mai, puisque le mois de mai pour nous, notamment avec l'Observatoire de la RSE, l'ORS, c'est le mois de l'engagement territorial de l'entreprise. On vient d'animer tout un cycle à ce sujet-là. Si vous allez sur notre page LinkedIn, vous pouvez en retrouver les points marquants. Et voilà, hâte d'entendre la suite des échanges. Très bien. Donc ça pour le temps 1. Temps 2, écoutez, cette peut-être commencer par la présentation de chacun, de leur projet, de vos objectifs. Peut-être commencer ici. Voilà, donc là on rentre un peu dans le détail de chacune de vos démarches. Avec un exemple. Avec un exemple concret, voilà. Tout à fait. En fait, Rex, retour d'expérience. Très bien. Mais Rex, ça me parle, je sais pas si ça parle à tout le monde. Je voulais vous prendre comme exemple, tout à l'heure je disais... Tu peux peut-être juste rappeler... Ouais. Pardon, tu peux peut-être juste rappeler qui tu es, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées. La plupart de ceux qui sont arrivés, c'est des gens de mon équipe. Mais... Parce qu'on a déjà fait un petit tour, mais... Pas de souci. Voilà. Donc, Joachim Leroy, je suis le directeur de l'APES Hauts-de-France. Donc, l'APES, c'est un réseau d'appui au développement pour une économie solidaire. L'APES, c'est un réseau qui, depuis 24 ans, travaille sur le lien entre acteurs de l'ESS et collectivités. Et donc, au démarrage, on est plutôt sur des temps d'interconnaissance. Ça prend vachement de temps de savoir comment fonctionne une collectivité, comment fonctionnent les acteurs. Et puis, en termes de coopération, on est au début plutôt sur une coopération interne à l'économie sociale solidaire, ce qui prend du temps aussi. Aujourd'hui, on est plus avancé que ça. On est plutôt sur les coopérations multi-types d'acteurs, entre collectivités, acteurs de l'ESS, acteurs d'économie conventionnelle. Vous avez certainement entendu parler des pôles territoriaux de coopération économique. Et donc, c'est là-dessus que nous, on travaille beaucoup. Donc, je voulais vous prendre comme exemple le territoire de Valenciennes. Donc la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole notamment. C'est un territoire sur lequel on a travaillé pendant 15 ans. Donc, pendant 15 ans, je fais un peu d'histoire. Au tout début, le conseil régional Nord-Pas-de-Calais
avait pour politique de développer l'économie sociale et solidaire en accompagnant les EPCI, notamment les agglomérations, à structurer une feuille de route pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Et l'accompagnateur au niveau régional de toutes ces dynamiques, c'était l'APES. Donc nous, on a accompagné toutes ces dynamiques. Donc pendant une dizaine d'années, on a accompagné une feuille de route qui a permis énormément de choses, notamment de créer des habitudes de travail ensemble, entre acteurs. C'est pas parce qu'on est un acteur de l'ESS que forcément on travaille avec les autres de son territoire, et encore moins avec les collectivités locales. Arrive de manière un peu plus récente le RBM, le renouvellement du bassin minier. Et là, il se passe quelque chose de très très important. C'est que dans le RBM, il y a un axe important sur l'économie sociale solidaire. C'est-à-dire que oui, on va rénover le bassin minier, mais en même temps, ça doit servir au développement de l'économie sociale solidaire. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En tout cas, ce n'est pas ressenti comme ça par les acteurs du territoire. Et notamment sur le renouvellement lancé par les bailleurs, sur les différents acteurs de l'immobilier, on se rend compte qu'il y a très peu d'acteurs de l'ESS localement qui réussissent à obtenir des marchés. Et ces marchés, ils sont obtenus par qui ? Soit par des gros, des très très gros, ça c'est plutôt l'habitude, soit par d'autres acteurs de l'ESS, gros aussi, mais pas du territoire. Là, ça crée des choses au niveau des acteurs qui se disent, mais en fait, on est trop petit, tout seul, il faut pouvoir monter un groupement d'acteurs et être plutôt dans une dynamique de coopération. Bon. Là, on se dit, c'est super, c'est génial. Bon. Il se crée plusieurs choses, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a les acteurs qui vont jouer le jeu tout de suite, qui vont entrer dans la dynamique de coopération. Il y a ceux qui vont se dire, bah non, moi je m'en sors plutôt bien, je vais sortir de cette dynamique de coopération, donc je vais me mettre un peu en concurrence avec cette dynamique de coopération, et il y en a qui vont essayer de faire un peu des deux. Pas si simple. Donc on est là-dessus, on est sur cette opportunité d'aller chercher des marchés publics. Quelque part, on est au début sur des intérêts économiques, on est plutôt là-dessus, quoi. Ça marche bien, très très bien, ils réussissent à obtenir des marchés, etc. etc. Et tout de suite après, ce qu'ils n'avaient pas forcément anticipé, arrive du côté de l'insertion une grande période de fragilisation des acteurs. Notamment certains qui mettent la clé sous la porte. Et eux se rendent compte que grâce à cette dynamique comme ça collective, à cette dynamique de coopération, ils réussissent à s'entraider. Voilà. Il y a des directeurs qui s'en vont, ben on arrive à pallier au manque de direction. Il y a des conseils d'administration qui faiblissent, ben on arrive à pallier aux directions. Il y a des problèmes de trésorerie, ben ensemble on arrive à se prêter des fonds. Et comme ça, on arrive petit à petit à avoir une pérennisation, une structuration économique territoriale, et non plus du chacun pour soi, et ceux qui tombent, ils tombent, quoi. Et petit à petit, cette dynamique de coopération, elle va plus loin, elle s'élargit, et on intègre aussi les enjeux des collectivités, notamment de l'agglomération de Valenciennes. Je vous le disais juste avant, on a structuré avec eux une politique, une feuille de route pendant des années, et on a réussi à faire en sorte que cette feuille de route, elle vienne se discuter et soit co-construite dans le cadre de cette dynamique de coopération. Ce qui fait que petit à petit, on sort du seul intérêt pour les acteurs de l'insertion, on sort de l'intérêt de travail uniquement sur la question de la commande publique et de la réponse aux appels d'offres, mais on est plutôt sur quelque chose de multi-acteurs et aussi multi-thèmes, multi-projets, avec plusieurs intérêts, notamment créer localement des ressources pour être plus résilient. C'est-à-dire faire en sorte qu'au prochain choc, on résiste un peu mieux. Voilà. Et donc dans les idées, notamment, il y a l'idée de créer une fondation territoriale portée par les acteurs. Les acteurs qui se disent, mais localement, si le RBM, c'est pas tout à fait pour nous, si les acteurs de l'insertion sont un peu fragilisés, quels sont les outils qu'on peut se créer nous-mêmes pour développer nos projets ? Il y a notamment cette idée de fondation territoriale, vous connaissez tous les fondations, mais là, c'est une fondation territoriale où on retrouve dans la gouvernance et dans l'apport en capital des acteurs de l'ESS, des acteurs du territoire, qui viennent de manière majoritaire et qui ensuite vont chercher d'autres acteurs localement de l'économie conventionnelle, et qui du coup ont la main sur un outil financier qui va servir à amorcer de nouveaux projets sur le territoire. Vous voyez, petit à petit, on arrive à faire ce genre de dynamique et ce genre de structuration avec plusieurs éléments, notamment parce qu'on a construit de la confiance, on a créé des manières de travailler ensemble, mais surtout, ça c'est très important, avec ce que nous on appelle des projets totems. C'est-à-dire des premiers projets qui réussissent bien, qui sécurisent, qui donnent confiance à l'ensemble des acteurs, qui permettent à des acteurs différents, collectivités, acteurs de l'ESS, de se rassurer, et donc petit à petit d'aller plus loin, et donc de monter en charge sur la technicité, les risques que l'on prend collectivement, et d'aller toujours un peu plus loin. Là, ce qu'ils ont fait tout dernièrement, ils ont créé une nouvelle société sur le territoire. Donc pareil, quand on identifie des besoins, quand on est tout seul, on ne peut pas y faire grand-chose. Quand on est une quarantaine d'acteurs, bah, tiens, on peut peut-être y aller collectivement, quoi. Et là, ils sont en train de créer une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, sur la question de la mobilité, en intégrant, et ça c'est toujours très très intéressant, de nouveaux territoires, de nouvelles collectivités.
C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui sont là au départ pour être dans la co-construction sur l'ensemble du projet PTCE, Pôle territorial de coopération économique, et d'autres qu'on va aller chercher plutôt sur des thèmes. Et ça, c'est aussi intéressant. Parce que l'enjeu étant de grossir collectivement, et peu importe si on rentre par un axe thématique, si on rejoint la dynamique, c'est quand même assez important, quoi. Donc aujourd'hui, on était plutôt sur un territoire CAVM, donc plutôt l'agglomération de Valenciennes, qui est un territoire assez gros. Et puis tout doucement, le pôle territorial de coopération s'élargit aux EPCI voisins, et notamment là, sur le territoire d'à côté, sur la CAC, juste à côté. Et puis petit à petit, l'idée, c'est de toucher 5 EPCI. Donc c'est quand même un territoire assez gros. Et donc de faire à la fois entrer de nouvelles collectivités, de nouveaux acteurs, de nouveaux projets, de nouveaux enjeux, et donc à la fin, plus de résilience et d'outils locaux pour permettre aux acteurs de porter leurs projets, toujours dans une dynamique la plus collective possible. J'ai une question. Le PTCE, il est en place aujourd'hui? Il est en place, oui. Voilà. Et il a un axe thématique? Justement, Parce que chaque PTCE, forcément, a une spécificité, en fait. Ça peut être l'alimentaire, ça peut être... Non, celui-ci, il a décidé, et c'est tout le sens aussi de son histoire, c'est d'ajouter des thématiques au fur et à mesure, et de ne pas s'interdire de travailler sur des enjeux de territoire. Donc, il travaille sur la mobilité, il travaille sur le numérique, il travaille sur la citoyenneté. C'est aussi au regard de la force territoriale et de l'engagement des acteurs sur tel ou tel thème. Ok. Et cette fondation territoriale dont tu parles, elle est mise en place ou c'est le projet? J'imagine dans quelques mois, elle sera lancée. D'accord. Là, ils sont en train, pour tout vous dire, il y a un objectif d'atteindre 20 acteurs qui sont en capacité de mettre au pot. Là, ils sont sur une quinzaine, donc il faut compléter la liste. Et comment s'impliquent les collectivités, parlons politique au sens noble du terme, pas politicien, comment s'impliquent les collectivités dans cette dynamique? Les élus, comment les élus perçoivent aussi, parce que ça va être une des questions, les élus perçoivent aussi ce genre de logique, en fait. Oui, je dirais qu'il n'y a pas une posture unique à une collectivité, ça serait trop facile, mais il y a plutôt des postures, et il y a aussi des réalités très différentes. Si on prend l'agglomération de Valenciennes, ils ont une politique ESS depuis 15 ans, ils sont accompagnés par l'APES depuis 15 ans, et de l'autre côté, l'autre partie prenante, c'est un écosystème d'acteurs accompagné par l'APES aussi. C'est pas la même chose que d'autres collectivités qui ne connaissaient pas ni l'APES, ni les acteurs, ni ce que c'est qu'une dynamique de coopération. C'est vraiment des postures très différentes. La CAVM, je vous disais, et c'est pas rien, ils ont structuré une feuille de route, c'est leur politique, leur propre politique de l'ESS avec une élue en référence dessus, etc. Et ils ont accepté de faire glisser cette feuille de route aux mains du PTCE. C'est énorme, hein. C'est quand même pas simple. Finalement, si on regarde bien, la CAVM, qui était totalitaire, majoritaire sur cette feuille de route, devient une personne parmi un ensemble, cinquantaine d'entités pour piloter cette feuille de route. Donc, les axes stratégiques, vers quoi on va, vers quoi on ne va plus, comment on se mobilise, etc. On voit bien que, même pour la CAVM, ça a été un gros changement, quoi. Voilà. Il a fallu apprendre à se repositionner dans une gouvernance collective alors qu'on était finalement dans une posture, on s'en rend compte comme ça avec un peu de recul, quand même une posture un peu descendante, quoi, finalement. Très favorable à l'ESS, mais quand même un peu descendante. Et pour d'autres collectivités, je finis là-dessus, c'est un peu différent, parce que la culturation n'est pas faite, et donc on rentre tout de suite sur des aspects très opérationnels, notamment sur la question de la mobilité. On est en train d'apporter une solution aux élus, donc ils n'ont pas encore tout de suite l'appréhension de ce que ça veut dire de rentrer dans un pôle territorial de coopération économique. Ils vont être très sensibles à la question du montage économique, donc il faut être solide aussi sur la proposition que l'on fait. Et donc, c'est petit à petit qu'on peut jouer sur un deuxième tableau. D'abord, on est très centré avec eux, très réglo sur le projet qui les concerne. Et puis, petit à petit, on va essayer de les tirer vers la gouvernance plus élargie de l'ensemble du projet. Ok. 2 micro-questions. Quel type d'entreprises de l'ESS sont intégrées dans ce PTCE? Et est-ce que ce PTCE génère des emplois? Oui. Je vais commencer par cette question. Souvent, on demande au pôle territorial de coopération économique combien d'emplois vous créez. La question qui retourne, c'est à votre avis, combien d'emplois on a sauvés? Et il fonctionne plutôt comme ça, en disant, vous savez, si on n'avait pas été là, il y a beaucoup d'acteurs de l'insertion qui auraient fermé leurs portes. Là, c'est pas le cas. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont sauvé au moins une quarantaine d'emplois depuis la création du pôle territorial de coopération économique. Sur la question des emplois, le pôle territorial de coopération économique en tant que tel a créé 4 emplois. Voilà. Le nombre d'emplois qui ont été créés sur chaque entité, ça aujourd'hui, on n'a pas réellement les chiffres parce que, encore une fois, je vous le dis, c'est un mélange entre le nombre d'emplois qu'on a sauvés et le nombre d'emplois qu'on a créés, quoi. Il y a un équilibre qui doit se trouver entre les deux. Et la première question, c'était? Je me souviens plus. Quel type d'entreprise? Oui, c'est ça. Parce que ESS, c'est tellement large. Ouais.
Alors, je disais, la typologie des entreprises qui rentrent dans ton cas. ouais, je disais au début, l'idée de ce pôle territorial de coopération économique, il vient des acteurs de l'insertion qui ont souffert de mise en concurrence, etc., etc. Donc, ils sont encore toujours un peu majoritaires, mais sont venus se greffer d'autres types d'acteurs avec des statuts très différents, des coopératives, des associations, les centres sociaux, par exemple, hein, un acteur très, très important aussi sur le territoire. Et donc, petit à petit, on commence à trouver une vraie pluralité, ce qui permet, petit à petit, de travailler sur des sujets très différents. Alors, c'est intéressant sur les centres sociaux. Comment ils s'impliquent? Sur quel sujet? Ouais. Quelles actions? Eh bien, ils viennent avec ce qu'ils sont. Eux, ils travaillent sur l'action des tiers-lieux, donc ils viennent sur le sujet. Ils travaillent sur l'action du numérique, donc ils viennent sur le sujet. Ils travaillent sur l'action de la citoyenneté économique, donc ils viennent sur le sujet. Et donc, petit à petit, on a des groupes de travail qui s'organisent et tous les acteurs qui se sentent concernés viennent contribuer avec ce qu'ils ont, avec leurs ressources, leurs richesses. Je me permets juste de rebondir parce qu'en fait, en écoutant Joachim par rapport à ce témoignage à l'échelle du Valenciennois, dans la progressivité des actions, je trouve qu'il y a vraiment trois éléments qui se dégagent. Il y a une initiative d'acteurs plutôt de l'IAE qui se mobilisent par rapport à un besoin, un enjeu économique. On pourrait dire que c'est au service finalement de la consolidation de leur performance. Il y a une étape d'après, au bout d'un moment où on mutualise, en élargissant peut-être d'ailleurs à d'autres acteurs, pas que de l'insertion, mais aussi à d'autres acteurs d'économie sociale et solidaire, où une logique un peu d'hybridation de modèles socio-économiques. Et j'ai presque envie de dire l'étape un petit peu ultime, en tout cas la plus ouverte, c'est une reconnaissance de fait comme partie prenante clé pour le territoire, pour construire, notamment pour copiloter la feuille de route de l'agglomération. Donc, Oui. extrêmement intéressant. Et je rajouterai deux étapes qui, moi, me semblent très, très importantes. L'une pour faire venir des nouveaux territoires et l'autre pour reconnaître tout ce qui a été fait avant. La première étape, c'est tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de coopération économique, on la regarde à l'instant T, quand elle est créée. Et c'est dommage, notamment pour les accompagnateurs, et c'est notamment notre boulot, d'aller créer le terreau fertile pour ensuite se lancer sur la coopération économique. On n'y va pas comme ça, d'emblée. Et donc, tout ce travail qu'on a fait pendant une dizaine d'années avec la CAVM, c'est ça qui a permis ensuite de rentrer sur une dynamique de coopération économique. Donc, ce temps-là, interconnaissance, acculturation, sensibilisation, montée en compétences, il est extrêmement important. Et le temps, la dernière étape, moi, qui me semble importante aussi à la fin, c'est cette capacité à générer des nouveaux étiers économiques pour le territoire dans une autre manière de les penser et de les réaliser. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que ce qui me semble intéressant, c'est effectivement qu'on puisse aborder aussi le thème de ce processus de co-construction pour mettre en place ce réseau coopératif, en fait. Merci. Je passe à Mélanie. Donc là, c'est Open Land. Oui. Et nous sommes là, on change de territoire. On n'est pas dans la Valenciennes, on est à Nantes. Tout à fait. Voilà. Donc Open Land, c'est quoi? Quelle est la démarche? Comment vous mettez en place des systèmes de coopération entre entreprises, entre sphère publique, sphère privée, collectivités, etc., etc. En 10 minutes. Ok, donc bonjour, moi je suis Marine Laurent, je suis une des cofondatrices d'Openland. Et Openland, on est une organisation, donc je l'ai dit tout à l'heure, basée à Nantes, en Pays de la Loire. Et on se déploie sur d'autres territoires, à Biarritz, Montpellier, Marseille, Lorient et Angers. On a 6 ans d'existence avec Openland et on est une entreprise sociale. On a ce qu'on appelle un agrément ESUS d'économie sociale et solidaire. Et on a une association de mission d'intérêt général. Et nous, on s'adresse au monde économique, à la sphère professionnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne à travers l'entreprise, des institutions, à la transformation écologique et humaine de leur métier à travers un parcours d'accompagnement. Et on a cette association de mission d'intérêt général qui, elle aussi, accompagne des individus professionnels à orienter leur trajectoire, leur métier, pour intégrer dès le départ dans leur ADN ces questions du vivant, au sens large. Donc voilà en quelques mots pour notre structuration et notre organisation. Et j'ai été invitée aujourd'hui, et je suis ravie d'être là, pour parler d'une initiative qu'on porte qui s'appelle Regenerate, qui est ce livre blanc que vous pouvez retrouver et télécharger
gratuitement sur notre site si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce projet Regenerate? Nous, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la mission d'Openland, donc, c'est d'accompagner un maximum de professionnels à intégrer ces enjeux, ces défis auxquels on fait face dans leur métier, dans leur action, et d'aller vers ce qu'on appelle une économie régénérative, donc qui va préserver, qui va régénérer les écosystèmes de nos territoires. Et ça inclut aussi la régénération, entre guillemets, de nos liens humains, puisque c'est des projets qui incluent évidemment ces deux dimensions écologiques et sociales. Donc, de fait, la coopération est un peu dans le cœur de notre projet, de par la structuration de notre organisation, mais je pourrais y revenir à la fin. Mais pour parler concrètement de ce projet Regenerate, qui est un peu le bout de notre parcours, c'est-à-dire comment on dessine sur notre territoire des coopérations territoriales pour participer concrètement à faire émerger des projets qu'on dit régénératifs. Donc on est parti de cette intention-là, comment réunir des acteurs privés, des acteurs publics autour des enjeux de régénération de notre territoire. Et on a l'idée, c'était aussi de comprendre dans quel état de santé, parce qu'on parle de santé pour les entreprises, santé économique, de création d'emplois, etc., de secteurs d'activité. Et c'était aussi en tant qu'acteur économique, de se dire quelle est ma connaissance, quelles sont collectivement notre connaissance de l'état de santé de nos territoires, dans quel état sont nos sols sur notre territoire, quel est le pourcentage de masse d'eau écologique qui sont en bonne santé sur notre territoire. En Pays de la Loire, c'est 11%. En Loire-Atlantique, c'est 3%. Donc comment collectivement on prend connaissance de cet état de santé, des écosystèmes, de nos sols, de nos forêts, de la santé de notre eau, puisqu'on dépend, c'est aussi mobiliser les acteurs économiques et pas que, autour de cette connaissance de cette santé des territoires, desquels on dépend pour déjà vivre au quotidien et développer nos activités humaines. Donc ça a été ça, cette réflexion de rassembler différentes études qui, bien sûr, on a fait une synthèse, c'est pas nous qui sommes allés faire ces études, il y a évidemment des acteurs qui existent et qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets. Mais c'était de comprendre l'état de santé et de comprendre aussi comment, en tant qu'activité économique, on impacte ces écosystèmes et comment on exerce des pressions sur ces écosystèmes, mais aussi de voir les potentiels de régénération de ces écosystèmes. Donc on a aussi rassemblé des études autour des différents écosystèmes, des marais, à notre littoral et d'autres aux forêts aussi existantes sur notre territoire. Donc de rassembler cette première état de connaissance. Ensuite, ça a été de réunir des acteurs privés et des acteurs publics, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de ces sujets et de les réunir concrètement. Et ce qui est intéressant, c'est comment aussi on crée du sens commun autour de ces sujets. Et pour ça, on a monté une coalition. Donc c'est un projet qui a été soutenu par la région Pays de la Loire, l'Adréal et l'ADEME, et on a réuni un comité de pilotage avec la ville, Nantes Métropole, Nantes Saint-Nazaire Développement, des acteurs privés, acteurs aménageurs de notre territoire comme Kéran, la SNCF, Harmonie Mutuelle, pour vous citer quelques acteurs, des associations aussi de notre territoire autour des enjeux de collecte de déchets notamment. Donc pour réfléchir ensemble, et nous, Openland, en se positionnant juste en tant qu'animateur de cette coalition, comme un acteur parmi les autres. Mais en tout cas, de vouloir y dédier du temps, et on s'est aperçu qu'il y avait énorme... C'est ça qui est chouette aussi, c'est un témoignage pour dire que, évidemment, c'est pas facile, c'est pas des sujets qui se font comme ça du jour au lendemain, que chacun a ses réalités, ses risques et ses difficultés, mais qu'il y avait une vraie volonté quand même de participer à ces temps d'échange, à ces dialogues pour faire émerger des projets concrets, parce que c'est ça l'objectif. Donc, je reviens sur cette idée de comment on s'est organisé. Donc, on a réuni un comité de pilotage avec cette diversité d'acteurs qui était importante pour nous, de sortir aussi un petit peu de nos silos et de rassembler des acteurs très variés. Mais aussi, on a rassemblé la communauté Openland, puisque nous, on est une structure d'une dizaine de personnes, mais on a tout autour de nous une communauté de citoyens, de citoyennes, de professionnels, et on a monté des ateliers participatifs pour que toutes ces personnes nous aident à faire ces diagnostics, à rassembler ces diagnostics pour comprendre où on en est sur nos territoires sur ces sujets. Donc ça a été des ateliers coopératifs, d'intelligence collective qu'on a facilités.
pour ce sujet du diagnostic, mais aussi comment on se projette. C'est quoi la vision, c'est quoi la prospective pour nos territoires dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il y avait aussi ces exercices de projection de nos territoires dits régénératifs. Comment, en tant qu'acteur, en tant que citoyen qui vit sur ces territoires, on se projette dans 10 ans, dans 15 ans. Et l'objectif, ça a été aussi de faire émerger concrètement, à travers tout ce travail-là, un travail, bon, j'en parlerai après. Je peux être un peu... Enfin, voilà, vous me dites si vous me suivez plus. L'objectif, c'était de faire émerger concrètement 11 projets régénératifs. Donc, vous retrouverez en fait dans ce livre blanc des idées de projets concrets, puisque l'idée, c'est d'atterrir aussi, vu l'état de santé de ces écosystèmes et de nos territoires, comment on fait. Et là, c'était de se projeter aussi de rêver un peu sur nos projets et de se dire, en fait, comment on embarque. On parlait de comment on sensibilise, comment on acculture, comment on embarque. C'est aussi par le rêve. Et nous, c'était un de nos projets. Notre souhait, c'est de pouvoir nous baigner dans l'Erdre, qui est un bras de la Loire, dans 10 ans. Par exemple. Voilà, ça c'est un projet concret. Maintenant, comment on fait? Comment on se rassemble? Comment on organise ce projet? Comment on renature des zones d'activité aussi, ça c'est un deuxième projet. Ça veut dire quoi la régénération d'un port? Ça aussi c'est un troisième projet concret. Ça veut dire quoi un bâtiment démonstrateur de la régénération? Ça aussi c'est un quatrième projet. Vous en trouverez d'autres. Voilà, la liste est non exhaustive, mais c'était pour avoir des points de départ et commencer à se rassembler sur quatre projets. Voilà, peut-être que C'est très clair, c'est très clair, c'est passionnant. Juste comme ça, je me pose des questions. En fait, vous êtes une entreprise apprenante. Vous mettez en place un capital informationnel, vous mettez en place la mise à niveau de chacun sur des savoirs partagés, en fait, autour d'un territoire et de son écosystème. Donc ça, je trouve ça, moi, tout à fait passionnant. Mais quel est votre commanditaire? En fait, vous contractualisez, Openland contractualise avec qui? Avec les entreprises ou avec une collectivité territoriale ou avec les deux? Est-ce que vous répondez à des marchés publics? Voilà, quelles sont aussi, alors j'aurais plein de questions, hein, quelles sont les compétences internes d'Openland? Est-ce que vous avez, je sais pas, des designers? Voilà, moi j'aime bien comprendre comment, comment ça fonctionne en fait. Oui. Voilà. Alors, le modèle économique, donc les deux, mon capitaine. Effectivement, nous, l'entreprise, donc je vous l'ai dit, on a une entreprise sociale et une association de mission d'intérêt général. L'entreprise, on les accompagne, donc on fait du conseil, de la formation. Donc on accompagne d'autres entreprises, beaucoup de PME sur notre territoire, mais pas que. Donc on fait de la formation, du conseil, de l'accompagnement stratégique aussi, puisqu'on a un parcours de la sensibilisation à la mobilisation. Donc c'est déjà comment on prend conscience et connaissance des enjeux, des défis écologiques, sociaux. Ensuite, c'est comment on monte sur la balance, qu'on soit une entreprise ou un territoire. C'est quoi les diagnostics qu'on fait concrètement, l'état des lieux. Ensuite, on accompagne à la stratégie d'impact pour éco-concevoir de nouveaux produits, de nouveaux services et aller vers ce cap, cette ambition de la régénération, pour reprendre aussi un peu d'humilité par rapport à ce sujet. Ce sont des caps, des ambitions. Donc ça, c'est de la prestation. Et après, on travaille aussi avec les collectivités. On a accompagné la ville sur des sujets d'acculturation, de sensibilisation, tu en parlais, sur les enjeux. On travaille avec la région dans le cadre d'appel à projet. Ce projet a été gagnant d'un appel à projet. On a eu un financement pour pouvoir accompagner, animer ce projet pendant 1 an, faire une restitution aussi. On accompagne les institutions aussi, on accompagne des cadres dirigeants dans le cadre d'un parcours avec le ministère de la Transition. Et puis, on a gagné l'année dernière l'appel à projet du parcours transition écologique des 25 000 hauts fonctionnaires d'État, avec l'objectif de former les 2,5 millions d'agents de la fonction publique. Et donc, c'est un parcours de 28 heures de formation. Nous, on a le premier lot qui est les 4 heures d'acculturation et de sensibilisation, et notamment à cette vision systémique des enjeux. Et ça, je l'ai pas évoqué concrètement, mais c'est aussi ça le cœur de notre propos, c'est de parler du climat, du carbone, mais pas que. C'est aussi de parler de biodiversité, aussi de parler de la question des ressources, et d'avoir vraiment évidemment la question humaine, et d'avoir cette vision systémique. Donc voilà. Et est-ce que vous travaillez un travail spécifique avec les élus aussi, sur l'acculturation des élus et la sensibilisation? Les élus dans ce projet avec Nantes Métropole, c'était les élus avec lesquels on a travaillé. Ouais, c'était. Merci. J'aurais une autre question. Xavier,
Petite présentation Oui, rapide avec parce grand qu'il y a plaisir. plein de nouveaux. Ouais. Donc Xavier Roy, je dirige l'association France Cluster qui, au niveau national, fédère la grande communauté des clusters d'entreprises, des pôles de compétitivité. C'est une asso qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant et qui a accompagné à la fois ces réseaux d'entreprises à se structurer. Je vais revenir sur un élément de définition pour aller vite, mais aussi qui accompagne les politiques publiques qui ont été mises en place pour accompagner la structuration de ces réseaux-là. Donc voilà, depuis 25 ans maintenant, il y a en France, porté par qui la data au ministère de l'Aménagement du Territoire à l'époque, qui le ministère de l'Industrie aujourd'hui, il y a eu des politiques publiques qui ont accompagné le développement de ces réseaux sur les territoires. Sur le thème qui nous réunit, c'est des mots-clés qui nous parlent assez naturellement, hein, les questions d'ancrage territorial, de territoire, de PME, de transition. Alors, le mot transition va être intéressant parce qu'il prend dans notre communauté un sens un peu différent aujourd'hui, mais le cluster, hein, par nature, c'est un réseau d'entreprises, de PME, inscrit dans un domaine d'activité. Tu parlais de filière particulier. Alors, on utilise le mot domaine d'activité pour embrasser large parce que le but du jeu, c'est pas forcément, ça fait pas forcément référence à des filières tradies, le textile, la mécanique. On est aussi sur des approches marché parfois ou des approches plus orientées sur des compétences qui réunissent les entreprises d'un territoire. Donc voilà, donc une inscription dans un domaine d'activité particulier, très ancré dans un territoire. On fait le constat d'une histoire économique d'un territoire qui a vu se concentrer d'une activité économique, enfin, des acteurs économiques, et on se dit à un moment donné, et si on se mettait autour de la table pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble, parce qu'après tout, la compète aujourd'hui, elle est plus en Chine, en Inde que dans la rue d'en face, donc mettons-nous autour de la table pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire ensemble en matière de coopération. Ça, c'est le quatrième critère qui les définit, c'est la notion de coopération avec une arrière-pensée d'innovation. On va faire mutualiser des ressources, des moyens pour faire de l'innovation techno ou de l'innovation commerciale, aller draguer des clients auprès desquels on n'arrive pas à exister parce qu'on est trop petit individuellement ou se positionner sur des marchés sur lesquels on ne va pas. Voilà, on est dans cette logique-là. Et il y a un cinquième critère qui est important pour nous, c'est que ce ne sont pas des réseaux exclusivement d'entreprises, même si on met la PME au cœur du dispositif, ce sont des réseaux ouverts sur l'ensemble des acteurs qui, sur le territoire, peuvent apporter une valeur ajoutée au développement, notamment business au départ, de ces entreprises participantes. Il y a des acteurs de l'ESS dans votre assez cluster? peu, mais justement, on y revient. Et ce qui est intéressant, alors, le fonctionnement de ces clusters, au départ, c'est donc très orienté sur cette notion de coopération pour innover, très orienté sur développement business et développement techno. Et en fait, on vit, je trouve, aujourd'hui, les grandes transitions qui percutent ce monde de l'entreprise ou de l'industrie traditionnelle avec pas mal d'impact sur la manière dont s'organisent ces réseaux et notamment un des leviers, c'est que le triptyque qui le fondait, c'est-à-dire l'entreprise, l'acteur territorial, le laboratoire, l'université, voilà, on voit aujourd'hui une quatrième jambe. Alors, monsieur parlait de 3 jambes. Là, il y en a une quatrième qui apparaît dans le dispositif. C'est la présence de plus en plus évidente de la société civile qui rentre dans ces réseaux. Et j'espère que ça répond un peu à la question. Ça répond. En fait, il y a la notion de participation citoyenne, Ouais. de contribution, où le citoyen veut participer aux politiques publiques. Et puis, il y a aussi tout l'écosystème des tiers-lieux. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, 3500, on dit, France Tiers-Lieux dit 3500, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, tous les réseaux de tiers-lieux qui sont les acteurs de la transition territoriale, hein, vraiment, sur plein de points de vue. Est-ce que vous avez, est-ce Complètement. que vous Ouais, tout à fait. intégrez Alors, c'est pas. Bon, après, il faudrait qu'on s'entende sur ce que ça veut dire un tiers-lieu. Hein. Ouais, voilà, c'est pas systématique. Mais oui, c'est des choses que l'on observe. Et aujourd'hui, quand on prend un peu de hauteur sur la manière dont ces réseaux d'entreprises fonctionnent, on voit que, au-delà des enjeux initiaux qui les ont créés, il y a un deuxième effet qui se coule qu'on commence à observer à des échelles assez différentes. Aujourd'hui, la coopération interentreprises,
fait du chef d'entreprise non plus un entrepreneur, mais plutôt un interpreneur. C'est-à-dire quelqu'un qui pense son entreprise comme dans son écosystème. C'est plus l'entreprise toute seule parce que attractivité territoriale, parce que on a du mal à recruter, parce que voilà. Et donc le but du jeu, c'est de penser dans le territoire, c'est de penser l'entreprise, soit sa propre entreprise complètement différente. L'entreprise comme tiers-lieu. Alors, en tout cas, le cluster, on le vit à cette échelle-là. On voit, on a vu le périmètre pertinent, le périmètre territorial pertinent dans lequel se sont développés les clusters. Ils sont souvent traînés sur des bassins d'emploi, Meccabourg, à Bourg-en-Bresse. C'est au départ les mécaniciens du bassin de vie de Bourg-en-Bresse qui disaient il n'y a pas que du poulet dans la Bresse, il y a aussi des belles boîtes de mécanique, on a envie de le faire savoir. Et donc, on se réunit à et puis ils grossissent parce qu'ils se développent, parce que le réseau, il y a de plus en plus d'adhérents. Là. Souvent, on devient régional parce que la région, notamment, met un ticket sur la table et demande qu'on associe l'ensemble des entreprises mécaniques de l'ensemble du territoire région Auvergne-Rhône-Alpes, donc là en grande région. Et puis parfois on devient national. On a le réseau Mesure dans le Val d'Oise qui a des adhérents partout en France. Et on voit aujourd'hui, encore, je pense que c'est un impact de la période, une volonté de se réancrer dans des territoires. Et ça passe à l'échelle des clusters par l'incarnation dans des lieux, alors tiers-lieux ou lieux d'innovation. Cosmetic Valley, Cosmetic Valley né à Chartres, vend le Made in France, on est dans la cosmétique, dans le luxe, vend la Tour Eiffel, et pour autant est en train de construire sa cité internationale de la cosmétique à Chartres. Et c'est hyper important que ce soit à Chartres parce que c'est le lieu cœur de cible du réseau des 7000 emplois qu'il y a dans le domaine de la cosmétique. Alors, c'est intéressant sur une entreprise qui s'intéresse beaucoup plus à son écosystème. Ouais. En fait, c'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai vu les pôles de compétitivité des années 90 devenir, à l'époque des startups et de la Silicon Valley, j'allais dire des Living Labs. Donc le pôle de compétitivité a changé de nom. Tout d'un coup, il s'appelait le Living Lab. Et aujourd'hui, on en arrive même à des thèmes de tiers-lieux industriels. Donc on arrive à des hybridations tout à fait incroyables. Après, moi, je ne juge pas, mais simplement, on voit les déplacements sémantiques, en fait. C'est intéressant parce que le processus tiers-lieu, moi, je parle plus de processus. Je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que sinon j'en ai pour 3 heures, mais un tiers-lieu n'est pas un lieu, mais un processus, surtout pas un lieu. Et donc, je vois qu'en fait, ce processus, il est en train d'irriguer et de s'insinuer dans les logiques d'entreprise. Et une structure comme Openland, par exemple, on est un des acteurs principaux. C'est intéressant. Et juste parler de Lyon. Oui, alors voilà, je voulais venir là-dessus. Ce qui est intéressant, en fait, juste une remarque, c'est que nos organisations territoriales, alors j'ai parlé des clusters que je connais, mais on pourrait faire le parallèle avec les PTCE, avec d'autres initiatives. C'est des organismes vivants qui évoluent dans le temps, en fait, et c'est vachement intéressant de voir aussi la manière dont ces organisations se structurent en utilisant des modes alors associatifs dans certains cas, ou des SIC ou des SKI, de manière à ce que ça puisse être des fonctionnements agiles qui Et pour faire le parallèle avec Lyon, un autre phénomène qu'on observe, c'est que la notion de filière ou de domaine d'activité qui était vraiment notre leitmotiv pendant longtemps dans ces logiques de cluster est en train, encore une fois, de switcher. On passe d'une logique de filière à de l'interfilière. Et alors nous, France Cluster, qui fédérons des clusters qui travaillent dans des domaines d'activité extrêmement variés, on tire un miel incroyable justement en ce moment à essayer de rapprocher pour faire de l'interclustering à l'échelle d'un territoire. J'appelle territoire distribué, justement. Mais voilà, très bien. Et ça nous amène, par exemple, en ce moment à travailler, alors c'est de l'actualité, je ne saurais pas dire en matière d'impact emploi ce que ça génère, parce qu'en fait, on ne l'a pas encore démarré, on le démarre au mois de septembre, mais on a été sollicité par la métropole de Lyon et l'ADEME. Et là, c'est France Cluster qui a été sollicité, c'est assez rigolo, pour développer un programme d'accélération, un accélérateur sur le thème de l'industrie circulaire. Et là, le but du jeu, c'était pas de le thématiser sur une filière particulière, parce que justement, ce qu'on veut, c'est se challenger ou challenger des entreprises en interfilière pour créer des
parcours de fabrication de produits différemment. Bon, là, c'est vraiment l'économie de la fonctionnalité classique telle qu'elle est bien connue par ailleurs. On n'invente pas l'eau chaude sur le parcours qui sera mis en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'était ça. C'est l'idée de dire il faut qu'on pense un peu différemment aujourd'hui, et on est dans ce virage. Cette logique filière qui a un peu constitué ces réseaux d'entreprises. Très bien. On va passer à Adélaïde avec département des petits mondes. Donc bonjour à tous. Donc je représente la structure département des petits mondes aujourd'hui. Donc notre approche de l'économie générative, c'est une approche très pratico-pratique. On part de projets totems, comme ça a été mentionné tout à l'heure, qui vont être, des objets. Dans un premier temps, ça a été des objets, mais on est en train d'élargir le spectre avec des questions. Donc là, je vais vous présenter des projets qu'on a développés. Alors, l'un des projets qu'on vient de finir, en fait, il part d'une médiathèque. Une médiathèque qui est basée à Lezoux, dans une commune de 3500 habitants au fin fond du Puy-de-Dôme. 6500, pardon. 6500 dans le Puy-de-Dôme. Et les ados du quartier veulent absolument un skatepark pour pouvoir faire de la trottinette, du roller, etc. Il n'y en a pas. Bon. On est mobilisé avec le soutien de la Banque des Territoires pour accompagner en fait ce projet. Et on met en place un processus, voilà, qui s'inscrit dans différentes étapes que je vais vous présenter. Voilà. Première étape, nous, on part sur une caractérisation en fait de notre territoire cible. C'est-à-dire que moi, je suis maître de conf, en fait, je suis scientifique. Donc, en fait, on va aller chercher des méthodologies scientifiques qui vont nous permettre de savoir ce qu'un territoire sait produire. Et ce qu'il sait produire, en fait, on sait aussi ce qu'il ne sait pas produire, de fait, par dualité. Voilà. Donc là, moi, je sais traiter les données. Donc, je traite tout un tas de données, et j'arrive à identifier le patrimoine productif du territoire. Et donc, à identifier des entreprises capables de me produire des éléments. Donc, on trouve un ébéniste, on trouve une entreprise qui gère des gisements de pneus, ça tombe bien, on est dans le Puy-de-Dôme, Michelin, bon, voilà. Et on trouve aussi qu'il n'y a pas de lien entre ces pneus Michelin et les différents matériaux, possiblement utilisables pour faire le skatepark. Et là, on se dit que après avoir analysé ce patrimoine productif, donc le microbiote en fait industriel de notre territoire, voilà, on pourrait en fait dans cette économie régénérative en fait développer des synergies productives entre acteurs. C'est-à-dire que si on connaît tous les acteurs qui peuvent participer à ce schéma de production, en fait, on va les faire travailler ensemble. Et on va les faire travailler ensemble pour produire un objet, donc là, un équipement skatepark, qui est utilisable, qui sera utilisé et qui sera utile pour les citoyens du territoire. Le tiers-lieu est important. Pourquoi le tiers-lieu est important ? Parce qu'en fait, il permet de développer une approche contributive, il permet en fait aux citoyens de donner vie et exprimer le cahier des charges de l'équipement public qu'ils veulent. Peut-être préciser, vraiment, là je change de casquette, parce que je suis aussi avec Adélaïde, à département des petits mondes, peut-être préciser que cette médiathèque de Lezoux est absolument exceptionnelle, parce que c'est le modèle de la médiathèque à l'échelle nationale. C'est une médiathèque dans une ville de 6500 habitants qui a 400 citoyens contributeurs en termes de projet. Le sous-titre de la médiathèque, c'est la médiathèque dont vous êtes le héros. Vous pourrez aller voir sur Internet. C'est son sous-titre. Et donc, il y a 400 citoyens qui contribuent au projet. Donc, ils ont co-construit. Ils produisent des biens communs, en fait, des communs. Donc, ils ont produit un four solaire, un jardin partagé, une immense grénothèque, qui est une des meilleures grénothèques de France. Ils font des projets, ils proposent plein de choses. Il y a des dames qui proposent des massages, de la cuisine, il y a une cuisine publique. C'est énorme. Et donc, il y a une culture contributive depuis plusieurs années. Cette notion de culture contributive, c'est celle sur laquelle on travaille, qui est portée par ce médiathèque tiers-lieu. Et c'est parce qu'il y a cette culture contributive qu'on est arrivé à co-construire ce projet. Désolé, mais je voulais juste... Et donc, sur cette analyse en fait, du patrimoine industriel, justement, on va développer cette espèce de microbiote social associé au projet. Voilà. Et donc,
trois étapes. Caractériser ce que les citoyens veulent, parce que c'est eux qui vont utiliser l'équipement public. Caractériser, en fait, les acteurs industriels qui vont travailler sur ce projet. Développer des synergies. Et là, on se rend compte que il y a peut-être des acteurs qui savent gérer des déchets de pneus, mais en fait, du déchet de pneus, il manque un élément. C'est comment je traite ce déchet de pneus pour qu'il puisse en fait être utilisable comme élément du skatepark. C'est alors que, en fait, on identifie une micro-usine. Les prémices d'une micro-usine. Donc, on travaille avec une structure qui est pas très loin, qui s'appelle Ethnici, enfin Wasteriol, avec cette idée que on peut utiliser le déchet et recréer de la matière, une nouvelle matière à travers ce déchet qui pourra être réinjectée comme élément parmi les différents matériaux de construction de cet équipement public. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les jeunes, en fait, ont leur mobilier de skatepark. On a fait la preuve au niveau du territoire qu'une micro-usine de traitement des déchets de pneus était possible. Voilà. Donc là, la micro-usine va être installée. Voilà. Et les jeunes ont aussi, ce côté, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est super important pour la suite parce que, en fait, c'est les héros de l'histoire, en fait, entre guillemets. Voilà. Deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est de se dire comment on peut, dans cette économie régénérative, accompagner nos agriculteurs. Un agriculteur sur un territoire qui, en fait, n'est plus en activité, c'est un drame. Et donc, on a travaillé on travaille toujours avec des acteurs du CNAM sur cette idée de la régénération des sols au travers de la microbiologie. Donc, concrètement, c'est une analyse scientifique du sol pour comprendre, en fait, quels sont les différents acteurs du sol. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, c'est comment faire pour que le sol puisse capter plus d'eau, en tout cas la maintenir. Comment, en fait, sur certaines productions, éviter des maladies type mildiou, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire, dans ce projet, on ne va pas juste, en fait, avoir cette analyse scientifique, mais on va aussi élargir le spectre, intégrer le citoyen dans le dispositif, parce qu'en fait, le sol, déjà, il y en a partout, hein, voilà, et surtout, qu'il puisse comprendre, en fait, à quel point le sol peut être utile, en fait, dans cette dynamique agroécologique. Alors, donc le projet s'appelle Microbiotus. Vous voyez, c'est des projets entre la médiathèque et très différents. Juste préciser, parce qu'après, on va parler de Roubaix, préciser que si tu prends le cas de la médiathèque a généré un nouvel équipement qui n'était pas prévu. Tout ça parce qu'il y avait des gosses de 14 ans qui faisaient les cons devant l'esplanade de la médiathèque. Ça a commencé comme ça, hein. Moi j'étais là. Hein. Donc ils étaient avec les skates, et du coup il y en avait marre, les vieilles personnes ne pouvaient pas rentrer. Du coup le directeur de la médiathèque, Jean-Christophe, qui travaille avec nous, les fait rentrer. Qu'est-ce que vous voulez ? On veut un skatepark. Ça a débuté comme ça. Et au bout du compte, il y a une micro-usine, micro-factory, en économie circulaire, qui va se poser. Donc comment un équipement culturel génère un équipement économique dans une configuration de co-construction citoyenne. Vous voyez ? Donc c'est ça de l'expérimentation. Et Microbiotus, c'est la même chose, sauf que là, on travaille dans un autre tiers-lieu, c'est pas la médiathèque. On travaille à Châtel-en-Trièves avec une élue géniale de la MRF, qui est vice-présidente de la MRF, l'Association des maires ruraux de France sur l'écologie, qui s'appelle Fanny Lacroix, et qui considère que, nous on l'accompagne depuis longtemps, mais qui considère que tout son village est un tiers-lieu. La totalité. Donc tout est décidé avec les citoyens, la totale. Et du coup, Microbiotus, cette expérimentation sur la régénération des sols, va se faire chez elle. Donc là aussi, on est encore sur des articulations d'acteurs. Voilà, nous, on travaille sur du lab. En fait, on fait des expérimentations. Voilà, j'arrête. À nous. Et là, c'est assez passionnant aussi, la ville de Roubaix. Donc là, on part. C'est intéressant. Juste un petit intro, parce que vous êtes seul sur ce cas de figure. Là, on ne part pas des réseaux d'entreprises. On part de la volonté d'une collectivité territoriale et donc d'une politique publique vers les entreprises, ce qui est un peu différent.
Donc bonjour à toutes et à tous, tous ceux que je n'ai pas encore vus. Donc moi je suis Virginie Uven, je suis la directrice de la direction transition écologique pour la ville de Roubaix, donc qui a été fraîchement créée, mais depuis 3 ans j'étais la responsable de la mission économie circulaire pour le même territoire de la ville de Roubaix. Juste quelques chiffres pour la ville de Roubaix que je rappelle, donc 100 000 habitants à peu près, 2600 agents pour la collectivité, des lieux emblématiques que vous connaissez peut-être, le musée de la piscine, ou vous suivez peut-être le Paris-Roubaix. Donc on a la chance d'avoir effectivement déjà des moteurs en fait dans la ville qui nous permettent aussi de créer un certain nombre de projets. Néanmoins, le projet dont je vais vous parler, c'est la stratégie zéro déchet qui a été déclinée par la ville il y a maintenant 10 ans. Ça, je vais la balayer assez vite, mais juste parce que c'est le point d'ancrage du projet de la ville qui a permis en fait de développer un écosystème d'entreprises en économie circulaire. Il ne vous aura pas échappé que pour faire du zéro déchet, il faut du vrac, il faut du réemploi, il faut du recyclage, etc. Et en fait, en ayant misé sur cette stratégie zéro déchet, la ville de Roubaix a réussi à constituer un écosystème d'entreprises qui se sont installés sur la ville pour répondre aux besoins des familles, des associations, écoles, etc., qui étaient mobilisées sur le défi zéro déchet. À partir de cet écosystème circulaire, en fait, la ville s'est dotée aussi d'une mission économie circulaire, ce qui est assez rare pour une collectivité. Et puis, on a aussi approché la logique de création, alors non pas de projet totem, mais de lieu totem. C'était plutôt la logique de lieu totem de la ville pour faire un maillage du territoire. Et dans ces lieux totems, je vais donc évoquer 2 lieux aujourd'hui, donc l'usine Tissel et le couvent des Clarisses. Donc l'usine Tissel est une ancienne usine textile, donc 11 000 m², pour vous donner quelques éléments, 11 000 m², qui n'a jamais été vide, ça n'a pas été une friche, elle a été occupée jusqu'à ce que la ville l'achète il y a 2 ans. L'idée, c'était de s'appuyer sur un écosystème qui était déjà existant, donc, dont je vous ai parlé. On avait repéré, Monsieur le maire avait repéré 1 ou 2 leaders parmi les entrepreneurs du territoire, et on s'est appuyé sur eux aussi pour créer cette usine qui aujourd'hui est dédiée à l'économie circulaire. Donc tous les acteurs qui sont présents ont au cœur de leur activité l'économie circulaire. Donc la ville a acheté, la ville a repéré les acteurs et ensuite on a construit tous ensemble. Donc on est obligé de faire appel à des outils qu'on connaît un petit peu moins bien, en tout cas côté collectivité, par exemple un marché d'innovation pour préfigurer et puis pouvoir déléguer l'animation du site. Donc une association spécifique a été créée par les entreprises qui avaient cette position de leader, une association qui a été créée, les Manufactures Tissel, et donc nous on finance via un marché d'innovation. Et donc le projet, les entreprises sont rentrées dans l'usine telle qu'elle. C'est une usine des années 1850 qui a connu différentes évolutions, mais peu de rénovation en fait. Donc on peut parler quand même de conditions assez difficiles pour y entrer, mais c'était le pari. Donc pas de travaux en amont, pas de tout ça. On rentre, on fait, on prouve. Ça, c'est Roubaix. Et après, quand on a prouvé qu'on savait faire, eh bien, on va regarder comment on a fait et on commence à capitaliser. Donc, sur Tissel, aujourd'hui, les résultats, c'est donc à peu près 8 500 m² qui sont occupés, puisqu'on attend un petit peu de financement complémentaire pour les autres mètres carrés. C'est 8 acteurs économiques avec 5 entreprises et 3 associations qui font plutôt le pari de l'interfilière, puisqu'on est sur du textile, du BTP, du recyclage de vélos. C'est 23 emplois créés depuis l'été 2023 et 60 emplois sur le site. Donc ça, c'est le premier projet. Puis vous me poserez peut-être des questions pour affiner un petit peu. Peut-être juste terminer sur Tissel en disant qu'à l'intérieur même, il y a un écosystème qui se crée entre les entreprises avec le développement de services mutualisés. Et petit à petit, on est en train d'ouvrir aussi le lieu vers l'extérieur pour pouvoir connaître son impact sur le quartier, puisqu'il est situé à un endroit quand même aux portes d'un quartier assez difficile à Roubaix. Et donc, on est en train de voir comment celui-ci va pouvoir impacter positivement sur le quartier. Le couvent des Clarisses, c'est un autre projet, donc un projet qui a démarré il y a un petit peu plus longtemps, donc via un appel à projet. Donc là, c'était effectivement une friche. Le bâtiment a été abandonné par les sœurs. Enfin, les sœurs Clarisses n'ont pas abandonné, mais elles l'ont quitté il y a 10 ans. Et donc, la ville était propriétaire aussi. Que faire ? Une étude nous avait estimé des travaux à 20 millions d'euros. Monsieur le maire a dit, il n'en est pas question. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, c'était plutôt un appel à projet et avec ce que vous connaissez peut-être, occupation transitoire, permanence architecturale. Et on a aussi
inverser le système de programmation puisqu'on fait une étude de faisabilité en acte pour pouvoir créer la programmation. C'est-à-dire, on regarde, on essaye, pareil, toujours sur le même principe, on essaye, on teste, on y va et on regarde ce qui fonctionne dans les espaces qui ont été réactivés. Et là, le résultat le plus probant aujourd'hui, c'est d'abord que voilà, quasiment tout le couvent est occupé aujourd'hui. Il y a de multiples activités et surtout grâce à ce qui a été produit par le collectif ZERM qui l'occupe maintenant depuis 2019, on a pu, et puis l'action de la ville bien sûr qui est toujours complémentaire, on a pu aller chercher des financements à hauteur de 7 millions d'euros. C'est pas anodin, on n'ira pas plus loin parce que voilà, on va faire aussi avec ce qu'on a. La ville rajoute 3 millions d'euros, donc on arrive sur l'enveloppe, sur la demi-enveloppe finalement de ce qui était. Mais on a déjà un modèle économique, on a déjà de l'activité, tout y est. Voilà ce que je voulais les 2 projets que je voulais vous présenter. Je voulais juste un détail sur le couvent des Clarisses. Il n'est pas dans un quartier prioritaire? Alors oui, c'est vrai que tu as raison. Je l'ai noté, je ne l'ai pas dit. Merci pour la question. Tout à fait, oui. Donc en fait, il est alors non seulement dans un quartier prioritaire, mais aussi dans un quartier qui sera au cœur aussi du plan de renouvellement urbain. La ville de Roubaix est donc est en train de mener un gros plan de renouvellement urbain qui concerne les quartiers de l'Alma et de l'Epeul. Et donc le couvent des Clarisses, c'est au cœur du quartier de l'Epeul. Oui, tout à fait. On y dort très bien, mais il y a des moustiques quand même. Bon, bah, ça, c'est un peu comme partout, Pascal. Hein, je veux dire, voilà. Voilà. Mais ce qui est assez étonnant avec le couvent des Clarisses, c'est qu'il est vraiment au cœur d'un quartier prioritaire et on arrive et on a un couvent. C'est vrai, c'est vrai. Étonnant. C'est l'histoire même du quartier, en fait, et c'est d'ailleurs un haut lieu de mémoire parce que de nombreux habitants sont allés à l'école des Sœurs qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Juste préciser sur Roubaix qu'il y a aussi une logique de tiers-lieu très puissante à Roubaix, notamment avec la condition publique, oui, aussi tout à fait. une structure importante qui a accueilli d'ailleurs le réseau des Fab Labs français qui l'accueille en octobre. Voilà. J'y étais en séminaire d'été, mais effectivement. Et donc là aussi, il y a tout un... Comment dire? Je revenais à cette notion de la culture contributive. Oui. Il y a vraiment cette culture de la participation en fait, citoyenne à Roubaix qui est importante dans le cadre de la restructuration de la ville. Oui. À côté de Roubaix, il y a Los-Angeles, je crois. Tout à fait. Oui. Tout à fait. À côté, je ne me souviens plus exactement du nom, mais il y a un centre de recherche ou de documentation sur le développement. Le CD2E et avec le CERD à côté. Donc vous êtes... On est en lien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je voulais juste rajouter concernant le PTCE sur Roubaix, en fait, donc pour l'instant, il n'y a pas de démarche. Par contre, il y en a une qui a été initiée finalement par 3 acteurs différents et ça, on s'en est rendu compte quand il y a eu le dépôt de candidature. Donc, il y a encore du boulot sur la coopération entre les acteurs. Et donc, aujourd'hui, on a 2 acteurs qui sont à Tissel qui ont répondu et un acteur de la ville qui a répondu, enfin, de la plus extérieure sur l'emploi qui a répondu. Et donc, il y a de la réflexion, il y a du travail encore pour voir comment pourrait émerger au final ce PTCE. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer. Moi, j'ai alors, évidemment, tout le monde peut poser des questions. Hein. Bien sûr, là, on reste en débat ouvert, mais j'ai quand même une première question, alors qui est très macro et très structurelle, hein, mais j'aimerais entendre vos réponses. Quelles sont les conditions de l'engagement des acteurs dans un réseau coopératif? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'intègrent, et surtout dans un ancrage local? Et comment l'ancrage local de vos différents projets servent le global? Parce qu'en fait, là, il y a la notion de local vers le global. Hein, et comment ça fait émerger des modèles, en fait, ou des modélisations. Voilà. Je veux bien répondre en commençant par un exemple qui va expliquer la logique des conditions d'engagement des acteurs dans un réseau coopératif. En fait, d'abord, j'aimerais rebondir sur un mot que j'ai beaucoup aimé de Xavier de France Cluster qui disait « le chef d'entreprise devient interpreneur ». Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que la démarche pour expliquer, c'est que on connaît un dirigeant de PME, Luc Bellière, qui avait beaucoup poussé ce sujet de la coopération, petite PME, et au bout d'un moment, il est ancré sur son territoire de Montargis, il dit « qu'est-ce que je peux faire en plus de manière utile sur le territoire ?» Donc, logique d'ouvrir avec la création d'un propre club d'entreprise, Percé 3C, et avec une logique au départ qui était écologie industrielle et territoriale, pour réconcilier finalement une création d'emplois avec ces logiques aussi de réemploi et de manière circulaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait,
dans les actions qui ont été menées, il y a une action emblématique qui était de valoriser des PC reconditionnés par une association au moment du Covid et qui ont permis à plus d'une cinquantaine de lycéens d'un quartier prioritaire de pouvoir suivre les cours au moment où tout était fermé. Et en fait, ça a été une étincelle pour aller plus loin. Peut-être, premier élément de réponse, c'est par rapport à la coopération, avoir des convictions partagées, envie d'être utile ensemble sur le territoire, avoir des projets concrets qui donnent envie d'aller plus loin. Et en termes de projets concrets qui donnent envie d'aller plus loin, il a après poussé pour ouvrir en créant un pôle territorial de coopération économique à l'initiative donc de ce réseau d'entreprises et qui au début était composé que d'entreprises, mais puis après qui a élargi ses parties prenantes. Avec là aussi une action emblématique, mille aiguilles, où comment finalement redonner de l'emploi et de l'autonomie à des femmes de quartiers prioritaires avec une action croisée de bailleurs sociaux. Je mets à dispo un local pour une association, notamment avec un local assez grand pour qu'il y ait une machine à coudre. Parce que la PME qui a besoin de main-d'œuvre et qui a du mal à trouver des couturières, alors qu'en plus elle est dans le luxe, c'est du Made in France et elle aimerait pouvoir tenir et avoir elle a trouvé ce système de dire je mets à dispo à mi-temps une salariée de l'entreprise qui va former petit à petit sur des modèles des femmes qui ont envie d'avoir un revenu, une nouvelle compétence, mais qui n'ont pas l'habitude de sortir de leur quartier. Donc, pour leur redonner confiance, elles se retrouvent entre elles, elles ont un premier contact avec l'entreprise, et puis après, comme il y a les compétences qui évoluent, un certain nombre d'entre elles a même mis le pied à l'étrier, aujourd'hui en CDI dans l'entreprise. Et donc, peut-être autre logique, dialogue, arriver à avoir de la confiance autour de projets concrets avec différents acteurs, et peut-être à l'attention de tous dans la salle, une suggestion. Si là où vous êtes, vous trouvez ça intéressant de porter des projets de coopération dans une logique transversale, je vous invite à consulter, c'est open source, un guide qu'on a publié avec Laure sur coopérer plus efficacement. Voilà. J'en ai fini pour... C'est où c'est la logique des couturières? La logique des couturières, c'est aussi dans ce territoire de Montargis. D'accord, près d'Orléans. Près d'Orléans. Et en fait, dans les acteurs pivots de ce projet-là, il y a Transdev, donc l'opérateur de transport. Il y a la PME de couture. Il y a le bailleur social. Et d'ailleurs, c'est un projet qui a été valorisé, je crois, au Congrès national des bailleurs sociaux. Ok, donc ça c'est passionnant. C'est aussi faire tomber les cloisons, les silos entre économique, social et culturel, pour hybrider tout ça. Juste pour préciser qu'à Rouen, dans le quartier de la Grand-Mare, quartier prioritaire, il y a un Fab Lab de couture connectée collaboratif avec 130 couturières. Voilà, mais on pourra en parler. Voilà. Voilà, toujours ça, les conditions de l'engagement et de la mise en place d'un réseau coopératif. Comment on fait? Concrètement, comment on fait? Si quelqu'un veut... Comment vous arrivez à engager des acteurs hétérogènes les uns aux autres, en fait? Un élu, un chef d'entreprise, un technicien de collectivité territoriale. Vous voyez, comment est-ce qu'on arrive à interconnecter des gens qui ont des mondes différents, même des processus cognitifs différents et des cultures différentes? C'est ça qui, à mon avis, a du sens. Oui. Pour notre part, par rapport à ce projet de coopération territoriale sur ces projets de régénération, je pense qu'il y a... C'était aussi comment embarquer, comment mobiliser et comment partager un socle commun de connaissances, parce que tu parles de conditions effectivement d'engagement des acteurs. Pourquoi on s'engage, c'est du coup de savoir pourquoi on parle de ces projets de régénération. Et du coup, c'est quoi les défis à l'heure actuelle auxquels on fait face? On a quand même passé 6 des 9 limites planétaires qui sont des limites qui ont été posées par des scientifiques reconnus internationalement, qui nous permettent de maintenir les conditions d'habitabilité de notre planète. On est en déficit écologique par rapport à notre consommation de ressources. Assez dramatique. On a évidemment des répercussions sur les enjeux sociaux, donc c'était aussi partager cette réalité de nos territoires sur l'accès au logement, les taux de pollution, les inégalités d'accès aux soins, etc., etc. Donc pour moi, enfin pour nous, ce qui a permis aussi cette motivation des acteurs, élus locaux, dirigeants d'entreprises, citoyens, c'est de partager ce socle commun qui ne sont pas des opinions, qui sont des faits scientifiques de la réalité, de ces défis auxquels on fait face. Et la marche, elle est très très haute.
Et donc je pense que la motivation première, c'était celle-ci. On pourrait dire, j'essaye d'extraire Ouais, variante. ouais. Premier enjeu, un partage de connaissances mutuelles autour des transitions, en fait. C'est ça, exactement. Et puis Et de l'anthropocène. si Oui. vous voulez, Oui, et du coup, de sortir aussi de cette logique de contrainte aussi par rapport à ces sujets, par rapport à ces enjeux, mais de voir aussi cette préservation de tout ce dont on se parle comme les conditions essentielles à la survie de nos activités. Donc, c'était aussi de changer un peu de regard et de posture par rapport à tout ça. Je propose, Yann, que tu nous fasses une synthèse tout à l'heure. Parce que je te vois prendre des notes et je sais que tu as une vision macro. Et donc, toujours, pareil, sur les conditions de la contribution. Donc, base de connaissances communes, base de connaissances communes et analyse des contraintes de chacun. Et puis des contraintes, mais aussi des potentialités, des opportunités. C'est aussi d'avoir ce prisme-là dans cette réflexion. Je pense que les acteurs viennent aussi avec ça. On parle, nous, dans les accompagnements qu'on fait, de réduction. Il va falloir qu'on renonce, qu'on réduise, il va falloir qu'on réfléchisse collectivement, démocratiquement, des choses qu'il va falloir qu'on arrête, mais aussi il y a des choses qu'il va falloir qu'on préserve, des créations d'emplois à faire, etc. D'accord. Alors, Xavier, sur ton concept, comment tu dis L'interpreneur. L'interpreneur, et puis il y a aussi l'intrapreneur. Enfin, voilà, oui, tout à fait. C'est quoi les conditions de la mise en place d'un réseau coopératif chaud, là, comme ça. Moi, j'en vois trois qui me paraissent très importantes. Et la première, mais on l'a évoqué, bien sûr, c'est la notion de création de ce lieu de discussion, d'échange. Alors, lieu, pas forcément physique, c'est l'espace commun dans lequel on va pouvoir permettre à l'ensemble de ces acteurs très différents les uns des autres d'exprimer leurs besoins individuels. Déjà, que chacun puisse... après, on trouvera les communs, mais comment commencer par aussi exprimer les besoins individuels, en tout cas, on le vit un peu comme ça dans les clusters. On commence par ça, quoi. On va faire le tour de table pour dire c'est quoi ton problème, quoi. La deuxième condition fait référence à cette fonction, à ce métier d'animation. Alors, ça fait peut-être un peu une vingtaine d'années qu'on dit que c'est un nouveau métier, mais cependant, qui se réinvente en permanence, et accepter l'idée voire qu'on le professionnalise encore plus, qu'on soit des schizophrènes professionnels, parce que on doit développer tout en réduisant, bien sûr. On est dans cette espèce de quadrature là, assez complexe, mais c'est un métier très noble et producteur de plein de sens. Mais cependant, voilà, il passe par cette idée quand même. C'est un métier complexe, pas compliqué, complètement. C'était Edgar Morin, je crois, qui défendait... Un système adaptatif complexe. À tes souhaits, pardon. Mais voilà. Où l'enjeu, finalement, de ce métier, c'est transformer ses besoins individuels en des projets collectifs. Sacré savoir-faire. Passer son temps à rebondir, on passe d'un projet à l'autre, on saisit une opportunité qui nous donne envie d'aller plus loin, et c'est une vraie qualité là-dessus, en associant des acteurs éminemment différents les uns des autres, publics, privés, bref, qui ont ces... Et puis il y a un troisième facteur clé de succès qui me paraît éminemment important. C'est un peu des lieux communs, mais c'est l'acceptation de l'expérimentation, du droit à l'échec, et de la considération de l'échec comme une manière d'avancer. Alors là-dessus, l'acteur public a un rôle important pour soutenir ça, parce que ça nous permet d'avancer. Ça passe par de l'expérimentation, le soutien de l'expérimentation, et qui permet notamment la construction de modèles économiques nouveaux qu'il faut qu'on arrive à inventer sur l'ensemble de ces projets. On voit là trois que... Voilà. Très bien, Xavier. Alors, Adélaïde, justement, en parlant d'expérimentation, quelles sont les conditions de la coopération, les conditions de l'engagement des acteurs dans un objet complexe, un objet multi-acteurs, multi-partenaires. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper et comment on le fait ? Comment on fait, en fait ?
dans nos expérimentations, on part d'une approche de logique de gisements locaux sur les territoires. On considère que les territoires ont des clés, en fait, et qui connaissent les limites de leurs ressources. Voilà. Évidemment, il y a de l'écoute. Je dirais aussi qu'il y a de la bienveillance. Je me souviens à Lezou, ces ados qui rentraient à la médiathèque et qui disaient on vient à la médiathèque parce qu'on a un projet et qu'on pourra nous écouter et nous aider à le concrétiser. Et ça, c'est important. Et enfin, il y a la temporalité. Je vais dire quelque chose qui tombe sous le sens, mais ça fait bien de le dire. Je crois qu'il faut accepter le temps long. Il faut accepter le temps long. C'est dans le temps long que se construisent les dynamiques d'interconnaissance essentielles, en fait, à la création de ces écosystèmes. C'est dans le temps long que se crée la confiance qui va permettre de donner vie à ces projets. Voilà. Bien. Alors là, on est sur le point de vue on part de la collectivité cette fois-ci. Donc, comment on fait Quelles sont les conditions de l'engagement de tous les acteurs? Alors, pour la collectivité, moi aussi, je vais enfoncer un peu une porte ouverte, mais il faut une volonté politique forte et qui soit portée au plus haut niveau. Donc ça, évidemment, nous, on a un maire et des élus qui sont vraiment partie prenante et qui foncent, qui ont vraiment d'abord des idées, qui les mettent en œuvre et qui nous demandent de les mettre en œuvre. Ça, je pense que pour moi, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est de se retrouver avec les entreprises, notamment avec lesquelles on a travaillé, sur des valeurs communes. Un socle de valeurs communes. On n'est pas obligé d'en avoir 15 en commun, mais 2, 3. Et là, je dirais, celle qui nous rassemble, c'est effectivement de contribuer à la transition écologique, de contribuer aussi à la réindustrialisation de la ville de Roubaix, et principalement au cœur de ville, et puis aussi de changer l'image de Roubaix. Il ne vous aura pas échappé, je vous ai donné les clichés positifs, il ne vous aura pas échappé que la ville de Roubaix fait la une de temps en temps avec des problématiques dont tout le monde a conscience. Donc il y a aussi cette volonté de changer l'image de la ville. Alors pareil, quelles sont les conditions de la contribution, de la mise en réseau des acteurs? Ah, Je me représente. oui. Ça fait 3 fois que tu te représentes, mais vas-y, allez. Oui, donc Joachim Leroy, je suis le directeur de l'APES Hauts-de-France. Et l'APES, c'est un réseau pour le développement d'une économie solidaire qui existe depuis 24 ans maintenant en région. Donc sur les conditions et sur le comment, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est très lié au contexte. C'est pas pour rien qu'on voit énormément de développement de dynamiques de coopération en ce moment, et c'était moins le cas il y a 10 ou il y a 15 ans. Je vais parler pour les acteurs de l'ESS, parce que j'aurais pu dire quelque chose plus des deux côtés, acteurs de l'ESS et collectivités locales, mais ça a été dit. Donc pour les acteurs de l'ESS, je pense qu'il y a quand même un truc de se recréer de la marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on voit bien que les ressources tendent à diminuer énormément, et que les acteurs, ils ont besoin de se recréer une respiration, une capacité d'agir. Voilà. Et donc ça se fait dans une dynamique collective. Et après, il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu de co-développement et un enjeu de co-renforcement. Sur le co-développement, c'est je suis acteur d'une structure, j'ai la tête dans le guidon, j'ai plein de problématiques, on fait énormément de choses. Et en même temps, on voit bien les acteurs de l'ESS, ils sont très bons pour observer les fragilités territoriales. Ils sont constamment au quotidien dedans. Donc, je vois énormément de problématiques et en même temps, moi, j'ai mon truc, je peux pas faire plus, on est déjà au taquet, on n'a pas assez de ressources humaines. Participer à une dynamique collective, c'est pouvoir petit à petit ouvrir le périmètre des enjeux et avoir plus de ressources pour agir sur ce qu'on identifie comme problématique au quotidien. Et la question de la logique de co-renforcement, c'est je vais participer à une dynamique collective qui va participer au renforcement du territoire, qui va faire du développement territorial, et en même temps, il y a un lien de porosité, on le voit souvent sur les PTCE, dans les dynamiques, dans les flux financiers. Je vais aussi participer au renforcement de ma propre entité économique, à la fois dans le projet, parce que je vais trouver une place, que je vais créer un bout d'activité dans la dynamique collective, mais aussi, je sais très bien qu'en termes de sécurisation, si mon entité est en fragilité, la dynamique de coopération va pouvoir en partie soutenir mon renforcement. Ça me semble hyper important. Du point de vue des collectivités, donc je disais tout à l'heure, nous, on est sur tous les ans autour d'une dizaine de collectivités accompagnées. Je pense d'expérience, on a dû en accompagner une petite quarantaine. Il y a quand même cet enjeu, je vois au fur et à mesure du temps, que les collectivités veulent reprendre la main sur le développement territorial. Pendant longtemps, on a vu que c'était un énorme enjeu de travailler sur l'économie exogène. Il fallait faire venir des entreprises. Hein.
Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même on est sur une période où les collectivités ont envie, pas forcément uniquement, mais en tout cas en partie, de voir du développement plutôt endogène. Et dans ce développement endogène, elles ont envie d'y participer, elles ont envie d'y contribuer, elles ont envie de gouverner ou co-gouverner. Elles ont envie aussi d'être dans cette logique entrepreneuriale. Voilà, elles en ont un peu marre de regarder les choses à distance sans savoir que faire pour effectivement, juste après, être beaucoup accusées des problématiques territoriales, notamment le chômage, le manque d'activité, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ça du côté des collectivités. Il y a une envie de changer de posture. Et donc, changer de posture, quoi de mieux de rentrer dans une dynamique de coopération, hein, parce qu'en même temps, ça renouvelle la logique du partenariat entre public et privé. Et peut-être sur une logique de partenariat public-privé plus dans l'ascendance et plus multiple, voilà, avec des acteurs locaux qui n'auraient jamais eu la possibilité de rentrer dans ce genre de dynamique. Voilà ce que je... Très bien, belle synthèse. Alors moi, je change de casquette, parce que je passe du meneur de débat à auto-acteur du débat. Moi, je vais aussi essayer de donner mon point de vue. C'est quoi les conditions de la coopération ? Et à vous entendre, je pense que ça peut se confirmer. Bien public, bien privé, bien commun. Qu'est-ce qui fait que on coopère entre des acteurs hétérogènes les uns aux autres ? C'est la notion de bien commun. C'était exactement ce que porte Open Land, par exemple, mais ce que vous portez tous, en fait. C'est l'idée de la régénération des territoires, et voilà, on est à l'ère de l'anthropocène, enfin, je ne vais pas faire le table, mais je pense que tout le monde peut se retrouver autour de l'intérêt général d'une notion de bien commun. Et donc, les communs sont absolument fondamentaux dans les réseaux coopératifs. Et moi, je le vois aussi énormément. J'accompagne des projets de PTCE, par exemple. Voilà, tout tourne du commun. Et la régénération des sols, c'est un commun. Voilà, mais on pourrait... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Que finalement, ce qui va relier et favoriser la dynamique coopérative, c'est cette notion de commun dans un monde, dans un contexte, évidemment, je ne vais pas vous faire le contexte, géopolitique, anthropocène, numérique, IA, voilà, j'hybride tout ça, mais on est dans un monde de transformation très profonde, de changement de civilisation et de chaos. Donc, vous êtes d'accord avec cette idée de commun ? Moi, ça me va très bien, Pascal, ta grille de lecture. Et peut-être pour que dans l'esprit de tout le monde, ça puisse se traduire, je vais vous poser une équation insoluble. Vous allez comprendre pourquoi. 1 + 1 = 3. Non. On oublie ce qu'on a. Et c'est en même temps peut-être une manière de résumer avec mes mots ce que je viens d'entendre. 1 + 1 = 3. En fait, dans cette formule, tout est dit. S'obliger à faire un pas de côté. Reconnaître que 1, c'est pour résumer, on peut être 10, on peut être 20, on peut être 50 ou plus dans une alliance, voilà. Mais que, quelle que soit sa différence, l'organisation qui est le premier 1, qui est peut-être une entreprise, le deuxième 1, c'est peut-être une collectivité, une association, et peuvent avoir un terrain d'entente partagé pour agir, qui sera un enjeu partagé, commun, d'intérêt général. Donc, c'est vrai que la régénération, la biodiversité, c'est un élément essentiel dans la dynamique que tu portes. Ça peut être l'emploi, l'inclusion ailleurs. Ça peut être, voilà, exactement. Et c'est cette logique 1 + 1 = 3, voilà, que je vous invite à en termes de petits aide-mémoire, si vous en aviez encore besoin. Alors, je ne sais pas où j'en suis dans le timing. Je suis un peu mauvais dans les timings, mais voilà, il reste 20 minutes, je crois. Peut-être qu'on peut donner la... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? On aurait des milliards de trucs. Il y avait aussi les questions de pourquoi on échec, quelles sont les conditions de l'échec aussi dans un réseau coopératif. Peut-être juste un autre... J'aimerais bien que tu nous fasses ta synthèse. Oui. Mais d'abord, un autre rebond qui va permettre de mobiliser la salle. Je pense que tu peux te sentir visé, tu vas bientôt savoir pourquoi. Pour revenir à la passionnance que fait Roubaix, j'ai beaucoup aimé la logique entrepreneuriale avec les 3 verbes d'action. Je ne sais plus où ils sont les verbes d'action, mais c'était topissime, quoi. On rentre, on sait, on prouve. En plus, visuellement, on voit bien... voilà, il y a un bâtiment, peut-être qu'une porte qui marche, il n'y a pas de cuisine, etc. Mais on s'en fout, c'est pas grave, on va camper, on attendra que tout soit sur sol et dans 1 an, dans 2 ans, en plus, ce sera confort. Mais pour le moment, on peut dormir, c'est bon, on rentre dans le bâtiment. Et ça me fait penser à une phrase de Jean-Paul Delvoye qui disait « L'innovation, c'est une désobéissance qui réussit ». Merci, je ne connaissais pas. Et autre moyen technique, voilà. Et autre moyen technique, tu m'as glissé l'expression de Roubaix, c'est finalement valoriser la culture de la rébellion, côté Roubaix rebelle.
Marie-Adélaïde, toi, quand tu nous as évoqué, donc j'ai beaucoup aimé le pont entre la biologie et l'écosystème humain, donc comment on va du vivant à l'organique et au très concret, avec deux dimensions que j'ai entendues, le microbiote industriel du territoire, avec 3 étapes, un peu dans le modèle tir à l'arc. Où est-ce qu'on doit viser? C'est quoi la cible? Et comment on construit l'arc et la flèche finalement pour y arriver. Et d'un autre côté, le microbiote social, où là, c'est peut-être plus sur une logique d'écoute. C'est quoi les besoins? Qui on doit mettre autour de la table? Et comment on arrive à faire davantage ensemble? Pour Marine, dans ce que tu nous as évoqué, donc là, désolé, j'essaye de m'y retrouver dans mes petits papiers. C'est pas facile, hein, je Oui. sais. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est cette logique dans la démarche Regenerate ou Régénérer, de comment on arrive à structurer, et vous allez avoir fait un boulot de dingue, connaissance des enjeux partagés sur des sujets aussi complexes que l'état de santé du territoire, où vous êtes plus dans la posture du médecin finalement, comment on prend le pouls d'une partie du vivant du territoire et comment on partage le diagnostic et on le met en débat. Voilà. Aujourd'hui, le territoire, il a la fièvre, on a 42 degrés. Comment demain on pourra aller à 41 et soyons fous, on va rêver qu'on a 37 degrés dans 10 ans, on se baigne dans l'herbe, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Et cette logique finalement de dialogue et de capacité aussi à embarquer pour rêver ensemble à un diagnostic qui ne soit pas un diagnostic, mais un futur et un meilleur corps en fait, de notre territoire. Joachim, au niveau de l'APES Hauts-de-France, super intéressant ce que tu nous as évoqué finalement avec l'importance, je reprends des termes qui ont été évoqués, du temps long pour cultiver des liens de confiance et de prendre en considération en fait une double logique, endogène et exogène. La logique endogène des acteurs que l'APES accompagne, qui sont toutes des organisations qui sont à un moment qui peut être parfois critique, de dire comment on consolide nos ressources, comment on est debout demain, on consolide notre modèle socio-économique, et une logique exogène, comment on fait plus ensemble, on mutualise et finalement on crée de la valeur partagée, on se retrouve dans la valeur, et c'est une logique qui devient un peu circulaire. Ça profite aux structures qui sont dans la démarche, ça va avoir un effet de levier pour aller plus loin, pour monter ensemble, territoire, collectivité, acteurs de l'ESS, et avec des projets dont on pourra sans doute nous reparler dans 2 ans de fondation territoriale, quand il y en a une, peut-être d'autres qui vont voir le jour. Et Xavier, pour France Cluster, ce qui est super intéressant, c'est, moi j'ai retenu 2 éléments marquants. La première, c'est en fait la tradition qui évolue. Il a parlé du triptyque traditionnel de l'entreprise. C'est une entreprise, c'est un territoire, c'est des formations, finalement, pour avoir une logique de un peu, c'est parce qu'on est sur un ancien site industriel, ou plutôt aménagé par un ancien entrepreneur que je résume le propos. Donc voilà, il y a une usine, il y a des machines, top. Donc, qu'est-ce qui permet de loger, de nourrir, d'avoir tout le monde qui vit sur le territoire? Entre parenthèses, c'est d'ailleurs, on est presque au cœur même du projet de Jean-Baptiste Gaudin. Comment on simplifie la vie de tous les travailleurs, et y compris les transports, et après, comment on articule les compétences avec les formations. Et avec une nouvelle donnée, finalement, qui est l'ouverture à la société civile et aux acteurs organisés ou parfois même pas organisés du territoire, c'est là que ça devient un peu plus complexe. Comment on invente une nouvelle manière, finalement, d'agir et de s'adapter aux évolutions et aux enjeux du territoire et de nouveaux acteurs. Et la logique de la posture du chef d'entreprise qui change, qui est dans ou comment la coopération le transforme, parce qu'à force d'être dans de l'inter-entreprise, il devient et dirigeant et entrepreneur, mais aussi connecteur. Et il y a peut-être des fois une logique de pivot, de balancier, qui ne doit pas être simple à équilibrer, mais qui doit être passionnante. Et la logique aussi de lieu incarné. J'ai beaucoup aimé l'idée que la nouvelle cathédrale de Chartres soit finalement pas le bâtiment qui a plusieurs siècles, mais surtout le lieu vivant incarné de la Cosmétique Valley et tout ce qui rayonne autour des 7000 emplois. Et
je crois avoir cité tout pas le mal. monde. Bien. Je voulais faire un dernier rebond. Autour de la salle, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs mobilisés. Un petit clin d'œil notamment, on en a parlé par rapport au développement économique, avec Patricia qui est à la tête du réseau des développeurs économiques territoriaux. Voilà. Très bien. Bien. Merci pour cette synthèse. Alors voilà, maintenant, question ouverte pour la salle. Et moi, je dirige une revue qui, justement, parle des communs, et donc a fait une enquête sur le thème des communs. Et le prochain numéro, on est en train de préparer en fait une enquête sur la problématique de la coopération territoriale, des PTCE. Et la question que j'avais un petit envie de vous poser était la suivante. Comment est-ce que, mais vous y avez aussi en grande partie déjà répondu, mais la coopération territoriale, comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce que le contact avec les collectivités territoriales, si vous voulez, les contacts entre associations, entreprises et autres, peuvent être justement s'effectuer pour développer ce genre d'initiative. Voilà, c'est tout bête. Pour rebondir à ce que dit Didier, oui, les communs, moi, je suis de Thiérache, la ruralité profonde, et on mène quelques expériences dans ce domaine-là. Alors, moi, je suis un vieux animateur. J'ai 84 ans, j'ai vécu mon boulot de développement local. J'étais président de comité de communes, etc. Donc, je regarde un peu extérieurement et on vit actuellement des expériences fortes en Thiérache, par exemple dans le monde rural, dans le monde agricole, dans le monde bio, etc. On a une association qui s'appelle l'Atelier Agriculture Avesnois Thiérache, qui a son siège à la Capelle et pour lequel on travaille depuis 5-6 ans sur cette idée, c'est que la Thiérache, quand vous vous baladez en Thiérache, vous voyez la verdure partout. Il n'y a pas que Gaudin qui a surgi au milieu de cette grande Thiérache bocagère et qui est en train de perdre un peu son âme au niveau de son histoire. Et qu'il est important d'être attentif. Et donc, les éleveurs ont pris conscience que on est dans une vraie opportunité aujourd'hui de travailler sur cette relance d'un élevage autour du premier patrimoine de Thiérache important qui s'appelle l'herbe. L'herbe est un patrimoine avec une histoire. L'histoire, c'est les racines qui sont au milieu de tout cela et qu'il faut donc accompagner. Donc, alors, le problème des communs est très intéressant dans ce problème-là parce que cette association qu'on anime, parce qu'on fait partie du conseil de développement, je suis avec mon ami Marie Simizac, on est au conseil de développement, nous les vieux, on travaille encore dans les conseils de développement. Le conseil de développement, vous savez ce que c'est? C'est une structure obligatoire pour un pays, parce que la Thiérache est un PETR. Vous connaissez pas ça sans doute, le PETR, c'est quand même un PETR qui fonctionne avec 4 communautés de communes et qui agit justement pour essayer de réveiller ce territoire. Mais c'est compliqué parce que vous disiez tout à l'heure que c'est long, c'est vous qui disiez ça, c'est une longue marche, c'est vrai que c'est une longue marche cette affaire-là, de convaincre l'élu local à responsabilité de décision, quand en plus cet élu local est inondé, venant du vertical, d'appels à projets de toutes sortes, que les élus croient qu'ils font un projet, mais moi j'arrête pas de dire, ne faites pas appel à un appel à projet, faites d'abord votre projet et vous allez voir si l'appel à projet va correspondre à votre projet. Bon, ça, on n'arrête pas de le dire, mais non, mais n'empêche que dans le milieu rural, c'est catastrophique. Dans le milieu rural, c'est catastrophique parce que vous avez les politiques comment ça s'appelle, les villages de demain, enfin, puis l'autre, il y a deux politiques, là, les villages. Non, il y a plus, il y a Village d'avenir, et puis l'autre qui s'appelle Petite Ville de demain. Donc, alors c'est dingue, c'est que on tue à partir de là une solidarité rurale entre les communes. La Thiérache, je vais vous dire, les petites concurrences, les petites communes ne s'y retrouvent plus dans ce genre de choses. Et savoir que la Thiérache, c'est 70 000 habitants, 4 communautés de communes, un pays. 160 communes. Moi, j'étais maire d'une commune de 300 habitants. Comment voulez-vous que ces gens-là qui voient arriver qu'on va soutenir une opération ville à la Vervins, même à Guise, etc., eux, les pauvres, ils n'ont rien. Alors, c'est tout ça qui... Donc, le commun, j'en reviens à mon histoire d'élevage, comment faire travailler. Et nous, on le vit, c'est pas évident, quoi. Parce que les élus ne sont pas convaincus, ils sont plutôt convaincus d'une approche de type qui vient de l'extérieur, dans laquelle ils s'engouffrent.
Et la relation association et élu est assez compliquée, quoi, s'il n'y a pas une volonté politique au point de départ pour générer cette collaboration au niveau des acteurs. Je voulais dire un petit mot là-dessus. Voilà. Très intéressant parce que c'est un point de vue qu'on n'avait pas, c'est le point de vue de l'élu. Ouais. C'est très compliqué. C'est facile à dire qu'il faut faire un commun. Voilà. Mais le commun, c'est ce qui est le plus dur à faire. Après, pour beaucoup travailler dans les territoires ruraux, voilà, il y a aussi il faut que les élus s'entendent aussi entre eux. Bah, c'est ce que je vous dis. Mais j'entends par là qu'il y a souvent de la concurrence politique, de la concurrence inter-village. C'est même des concurrences territoriales. Tout à fait. Comment voulez-vous qu'un pays qui ne lève pas l'impôt, qui vit de l'argent qui vient des comités de communes et qui vient de l'État, des départements et de la région, quand ils ont chacun l'argent qui vient sur la politique de la ville. Ici, la ville de Guise, c'est extraordinaire, a eu toutes les politiques de redénimation de la ville, quoi. Et ces gens-là, ils se disent, votre projet d'agriculture, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes projets locaux. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce fameux commun collectif au milieu rural est vraiment pas facile à gérer. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, le mot est grand, mais former, sensibiliser les élus autour de la notion de bien commun ? On n'arrête pas de le faire. Oui, mais je dirais, est-ce que ça serait... Parce qu'on fait partie de l'UNADEL, vous avez peut-être connu cette association-là. Moi, je suis un ancien militant de tout ce milieu-là, en fin de compte, mais ils nous ont aidés. On a fait un rapport. On a fait, tu pourrais en parler, Marie, on a fait des projets citoyens, par exemple des approches des habitants. On a eu un rapport auprès des élus, ils ont été un peu agacés parce qu'on les provoquait. Et c'est un peu le problème, c'est que si le chef de liste, le chef de projet du pays n'est pas c'est pas qu'il n'est pas convaincu, mais qu'il n'est pas sensible à ça parce que il faut faire des choses, mais c'est l'État qui lui dit de faire, et ils n'ont pas. Pour moi, le développement, il vient de la base, il ne vient pas de là-haut. Hein. La marmite, la boue à partir du bas. D'autres questions ? Moi, c'est... Je vais vous prendre le micro. Là. Pardon, excusez-moi. Oui, non, je rebondis plutôt sur ce qui s'est dit et puis la mention de Yann aussi. J'ai fait l'écoute territoriale du NADEL il y a 2 ans. Hein. Bonjour. Marie. Oui, je vois bien. Il y a ce qui ressort et ce qui était ressorti aussi, c'est ce que vous disiez un peu, c'est ces appels à projets et ces appels à manifestation d'intérêt qui sont un frein de l'État, qui sont un frein, et ça remontait pas qu'en tirage, hein, c'est assez global. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le rôle des pays et PETR, effectivement, qui dépendent avec un principe de subsidiarité, finalement, de ce que veut bien leur concéder les EPCI. Ouais. Mobilité, plan alimentaire territorial, etc. Le rôle des conseils de développement, et qui varie selon la taille des territoires, selon... il y en a des très dynamiques. Hein. Vous avez dans les Deux-Sèvres, André Jaunet, qui est bien connu dans pas mal de milieux très dynamiques, son conseil de développement au niveau du PETR. D'autres, c'est plus difficile. Moi, je suis dans celui du Grand Clermont, c'est énorme. Il y a toutes ces articulations qui sont effectivement à trouver, qui ne sont pas simples. Pour que le citoyen puisse s'exprimer, que la société civile puisse s'exprimer. Yann connaît bien ça, puisque le rameau, au titre du RENET, on a été, on est dans le comité du réseau, comité stratégique du réseau des catalyseurs territoriaux, et il y a cette notion de catalyse territoriale aussi. Et on a été soutenu pour le métier de développeur économique. On travaille beaucoup avec la NPP, puisqu'en ce moment, on est en train de travailler sur le guide d'ingénierie territoriale, des ingénieries territoriales. Enfin voilà, tout ça est très complexe. Je dirais que nous, en tant que développeurs économiques et Réseau national de l'économie territoriale, il y a un référentiel qui avait été fait en 2017 où France Cluster était d'ailleurs partie prenante, comme CCI France, comme Intercommunalité de France. Enfin voilà. On est en train moi je pilote le groupe de travail évolution du métier de développeur économique. Ce qui les drive là actuellement sur le territoire, c'est les transitions. Quand une communauté de communes ou une communauté d'agglos, quand il y a 1 an et demi à nos rencontres, dit non, la directrice du développement économique disait, on était début octobre, si 1er novembre, il ne pleut pas, on n'a plus d'eau. C'est ça les enjeux actuellement des territoires. Donc la prise de conscience, elle vient poussée par ce manque de ressources.
ressources. Et la grande question là, c'est tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles compétences. Il y a une formation en cours Intercommunalité de France et on participe au groupe de travail et en train d'impulser une formation avec le CNAM, par exemple, sur toutes ces questions-là, où on va parler d'entreprises régénératives. Vincent Passini, les portiers font tout un angle sur entreprises régénératives, le territoire régénératif, etc. Enfin voilà, c'est en train de bouger, c'est en train de se connecter, mais il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins parce qu'en fait, c'est le fonctionnement du cerveau humain. Pascal, on partage souvent là-dessus, sur le putain de facteur humain. Avant qu'il devienne précieux, il y a du travail à faire. Et c'est tout cet accompagnement hyper important qui permettra de changer de paradigme au niveau du cerveau, voilà, sur lequel il faut travailler. Bien. D'autres qui, je crois que Lorenzo, tu fous. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il marche là, il est loin. Peut-être celui-là. Là. Tu voulais intervenir, Lorenzo. Oui, bah. Tu te présentes, vite fait? Oui, je participe au même titre que Pascal et Daniel Patricia au commun d'accompagnement des transitions pour lequel, avec l'Université Paris 8, on a été sélectionné par l'ADEME concernant cet appel à commun. Et justement, et là-dessus, je voulais revenir et je remercie Patricia d'avoir abordé toutes ces questions. Pour parler de commun, parce que je voulais savoir si vous étiez familier à cette porte qui a été entrouverte par l'ADEME, puisqu'aujourd'hui, une institution, et il n'y a pas que l'ADEME d'ailleurs, parce que l'ANCT est associée ainsi que l'IGN, à envisager qu'on puisse passer d'un mode de compétition à un mode de coopération, puisque tout ce qui va être partagé, tout ce qui va être produit sera documenté sous licence open source en CC BY SA. Ce qui veut dire que c'est un socle de confiance qui permet vraiment à tous les acteurs d'œuvrer en toute transparence. Et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait tous et toutes mettre de l'attention pour favoriser ce genre de choses, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à partager à ce sujet-là. Très bien, très bien. D'autres questions? On arrive au terme du débat. Oui? Moi, je veux bien juste rebondir sur... Attention, après. Sur cette notion d'effectivement d'appel à projet et puis de l'ADEME sur les communs et la notion d'open source. Je partageais du coup tout ce travail, cette synthèse. L'idée, c'était de pouvoir de la diffuser en open source. Nous, on s'appelle Openland, avec derrière aussi cette notion d'open source. Comment mettre nos méthodologies, nos outils, en se disant si on partage, on parlait beaucoup d'expérimentation de nos projets et du coup de se dire voilà, on teste, on expérimente et si ça marche, partageons aussi ces méthodes et ces outils. Donc voilà, pour rebondir concrètement, on essaye aussi à notre niveau de... Ah oui, bon Très bien. Je nomme... Oups. Merci. Oui, c'est une question, remarque, mais en fait ça rebondit avec les discussions d'avant. Ça me donnait envie de vous entendre sur les freins institutionnels et les leviers, on va dire, le processus d'innovation institutionnelle, parce qu'il y a des questions de cerveau, le putain de facteur humain. En même temps, c'est aussi notre cerveau qui produit de la créativité, de l'invention qui bouge. Et il me semble que dans ce qui se discutait, les logiques d'appel à projet, c'est des questions institutionnelles. Et je partage le point de vue, on voit bien en quoi ça dégrade la qualité des relations, la qualité de l'engagement, l'envie de perdurer dans cette transition qui nécessite beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est ça mon questionnement, c'est comment vous arrivez, à travers vos expériences, à travailler cette question de l'innovation institutionnelle. Je sais que par ailleurs, il y a plein de... Il y a des gens avec qui on travaille qui parlent d'appel à projet inversé, par exemple, pour dire c'est pas la collectivité qui met en concurrence, c'est les acteurs de la société civile qui s'organisent et qui mettent concurrence d'une certaine façon, ou en complémentarité plutôt, les financeurs. Alors, c'est un élément parmi beaucoup d'autres, mais j'aimerais vous entendre sur comment vous touchez du doigt ça, et qu'est-ce que ça fabrique, ou ça peut fabriquer d'un point de vue plus institutionnel, pour aussi changer les rapports sociaux et les rendre plus compatibles avec la transition. Ok, donc c'est une question qu'on ne va pas résoudre, mais c'est une question ouverte. Comment les dispositifs nationaux et institutionnels agissent sur le local et comment en fait le local, lui, veut pas plus aller en ascendance. C'est toute la question du financement des tiers-lieux par l'ANCT, France Tiers-Lieux, c'est la même question. Tout ça, c'est la même question. C'est comment les dispositifs de subvention aussi tuent les logiques locales et mettent en place aussi des zones de concurrence entre les différents lieux. C'est terrible. C'est une question auquel on ne parlera pas, mais qui pourrait être une suite de débats. Merci, au revoir, à bientôt.